On n'a pas encore démarré qu'on est déjà en retard. On est déjà en retard dans l'émission. Il est 18h54. À ce rythme-là, l'émission... Non, parce qu'en fait, 18h54... Mais c'est pas moi, si? Bah, c'est jamais Est-ce que toi. c'est moi? Je lui ai déjà parlé, c'est Ludivine Rétori. Je lui ai déjà parlé. Mais je crois que j'ai rendu à l'heure, non? Arrête. Non? On s'en fout de ça. Fais ton émission, mais... voilà, moi, c'est pas grave, moi, ça me dérange pas. Mais juste, je vois, les manches sont mal mises. Ouais, c'est vrai. Il est où, Valentin? Valentin, il est où? Ça a été un peu bâclé. Valentin, mon frérot. Salle de Ah, le gauche. voilà. Que Putain, salle de gauche. frère. Ah, regarde, ça, c'est mon styliste, ça. Ouais. Attends. Le gars, on dirait un ex du groupe Mano. Tiens, mettez-la moi, là. Mets-moi le Mano, vas-y. Sur la tête de ma mère, on dirait un ex du groupe Mano. Tu te rappelles ou pas, dans la vallée de Dana? Tu la connais? Vas-y. Mettez le son. Mettez-la du début. Avec le rap. Mettez-la du début. Mettez-la au début. C'est compliqué, là. Mettez-la au début. Mais il y a quelqu'un, bordel! Alors, La vallée de... je viens de changer d'avis. C'est le blouson, c'est Johnny 86 au Stade de France. Vas-y, passe-le-moi. Passe-moi ça. Je vais faire une entrée de Johnny, genre rien à faire. Passe-moi ça. Je reviens, j'arrive de là-bas. Mettez-moi une intro bien longue. J'arrive de là-bas. C'est parti, allez-y. Qu'on me donne l'obscur, que je suis un festin. Qu'on me donne l'obscur et secondaire pour que je retrouve le de la vie enfin. Pour que j'aime la peine. Ça va pas, on la refait. L'intro n'était pas assez longue. Je suis à deux doigts de mettre l'intro de la chanson de Jacques Cardos, Diego. Mettez-la moi. Ça dure 3 heures. Je vais partir de là-bas. Non, en fait, je vais partir de là-bas. Je vais partir de dehors. Mettez-moi Diego. C'est chambé. Tu sais à qui tu me fais penser? Est-ce que tu me fais penser un peu à Camaro? Ah oui. Ah, on peut chanter? Ah oui, Camaro, c'est bon, ça. On rappelle de Camaro. Ah oui, Une entrée Camaro. Ah oui, Je fais une entrée Camaro. C'est bien, il y en a qu'une, le Camaro, au moins, on est peut-être pas trompé. Je vais faire Camaro qui revient du sauna. Ouais. C'est le seul accessoire que j'ai trouvé. Mettez le son, mettez le début. Mettez l'intro. Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, bébé, ta soul, bébé. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour l'emmener au bout du monde, une femme like you. Yeah. Quand tu chantes, j'oublie. On arrête. C'est de la merde. Les gars, il y a une nouvelle venue aujourd'hui. C'est sa première. Je pense qu'il faut qu'elle nous chante un petit truc. C'est Evelyne Thomas, quand même. Evelyne, chérie. Evelyne Thomas est avec nous. Une légende. Eh ouais, les gars.
Pas des conneries, là. Hein. Ah, ma chérie, c'est quoi ta chanson préférée? T'as pas un duo, même que t'aimes quelque chose? T'as quoi? La Rousseau. Non, on l'a fait il y a une semaine. Répondre. C'est quoi? Non, c'est le... Bah alors, manie-toi le cul! Les Chardin. Evelyne, chérie, c'est mon connais amie, hein, Chardin. je la connais depuis 20 ans. Hein. On est comme ça, Evelyne. Une chanson que tu connais. La bohème. T'as quoi? Sardou. Mais non, J'ai un trou, là, c'est le trac. Ah ouais, alors si t'as un trou, on peut pas le savoir. Si j'ai qu'un trou. Merci, Cyril. Non, là, normalement, c'est la place où tous les gens ont un trou, c'est la place de Daniel. J'avais bien noté que j'étais à la place de Daniel. Non, mais allez, t'as pas un truc que t'aimes bien? Elle a fait des milliers de directs, t'as pas de crack avec moi? Si. On se connecte et Si. je chiais dans ton bureau. Céline Dion, je sais pas ce que tu veux. Non, Oui, mais allez, c'est vrai. Céline Dion. Bah, Céline Dion, laquelle? Laquelle? Mais c'est pas moi qui veux me décider à ta place. Ah, à chaque mais fois. bon, Non, bah, arrête, t'as bien une chanson que t'aimes bien, ne l'écoute pas. Sous le vent. Ne l'écoute pas. Non, Oui, toi, tu vas- Sous le vent, c'est bien. Non, toi, Mais tu vas t'as les partir sous le paroles, soleil. J'ai de l'émission. Sous le vent? Oui, mais je connais pas les paroles. Mais non. Mais T'as pas une tu chanson? chantes chez toi. Tu chantes quoi chez toi? Je chante plein de trucs. Bah, vas-y, bah alors. Non, je sais pas. Un Jean-Jacques Arrêtez, Goldman, je suis pas un truc venue là pour facile. souffrir. Encore un matin. rigoler. Allez hop, un truc facile. Ah oui, c'est Mais bien. ouais. Sous la douche, tu chantes quoi sous la douche? Encore un matin. Tu chantes quoi? Je réfléchis sous la douche. Tu réfléchis. Non mais Evelyne, Oui, je sais, il est t'as pas- 19h02, tu te fous de notre gueule ou quoi? Non mais Non. Céline Dion, c'est bien. Mais non, Céline mais Dion. elle, compliqué, je peux- Céline Dion. c'est Evelyne qui décide. Ouais. Ah oui. C'est dur. Alors, dis-nous, Jean-Jacques alors. Goldman, ça passe. Voilà. Elle Alors, écoute quoi avec Sardou. toi Mais non, Du rap. Mais non, Ah, mais bah quoi, voilà. elle écoute quoi? Du rap. Bah, mais c'est Non, même pas c'est ce vrai. Un truc que tu connais par cœur. Non, je connais pas de chanson par cœur. Sniper gravé dans la Je roche. suis désolée. Quoi Ah, t'écoutes Jules. Il a dit quoi? Dans ma baisse de Mais non, mais arrête, on va pas péter ça, ça, c'est pas nul, ça. arrête un peu. Ah, c'est nul, t'as qu'à la choisir. Ah, Mais Jules, mais non, mais t'as bien une chanson que t'aimes bien. Mais j'ai C'est plein quoi de chansons Non, mais que j'aime. je Non, mais sors- je te jure, je ça vient commencerai pas. pas l'émission, donc tu donneras pas un truc. Allez. Le lac du Connemara. Mais non, Réfléchis. mais non, alors. Les mecs, les mots, elle va se. Les lacs de Connemara. Non, tiens. non, tu l'aimes pas. Tu mens. Sors-moi un truc qui vient de toi. Vas-y. Alors? C'est pas. C'est pas possible, mais appelle-moi Lionel Stan, tu vas rien avoir. Appelle-moi le directeur général. Non mais frère, non mais sans déconner, mais qu'est-ce qui te prend? Evelyne? Non, mais soyez doux avec elle. Approchez-vous, soyez doux. Non, Gilles, occupe-toi de Evelyne. D'où il sait pas d'où. D'où, c'est pas mon truc. Oui, non, mais j'ai compris la question. Par contre, évite ça, évite. Non mais évite ça. Angèle. Évite, s'il te plaît, évite. Non. Non mais évite ça. Et la main. Bah oui, juste ta chanson préférée. Evelyne, ta chanson préférée, c'est quoi? Mais j'ai pas de chanson En préférée. voiture, tu écoutes quoi en voiture? J'ai pas de voiture. Bonne recrue, hein. Ça va être long, hein, ça va être long. Bonne recrue. Cette année, Jean-Michel, c'est une bonne recrue, c'est ça? Pas venu là pour chanter, mais bon. Le happening. Mais non, mais dis-moi un truc qui te ferait plaisir que je te chante, Cyril. Oh là là, c'est compliqué là. T'es malade de quoi? Dis-nous ce que tu sais, dis-nous ce que t'aimes. Jean-Michel, tu peux lui parler? Les portes du pénitencier. Alors, moi, j'ai déjà fait des mauvais Bon débuts Johnny. d'émission. Je te confirme. Mais alors Voilà. Evelyne, mais elle est pas, c'est normal, elle est prise comme un lapin dans le feu d'une voiture, elle sait plus quoi Prise dire, comme un c'est lapin. pas- Faut lui- on passe le tour, elle va revenir après, elle va revenir Non mais vers il y a nous, quelle, certainement. la nouvelle, c'est la tradition. Ah oui, c'est- Ouais, bah oui. Sinon tu danses. Ah, danse. Facile de danser. C'est mieux. Ah oui, une danse. Ah oui. C'est la tradition. Avec Hugo Manos. Avec toi, mais tu choisis la Danse chanson. avec Hugo Manos. Avec Hugo Manos, une Ouais, danse avec Hugo. ouais, vas-y, moi, Un je vais tango. danser avec elle. Allez, un tango. Et sur un fox. Un latino, quelque chose de latino. Allez, c'est parti. Ben, mettez- c'est quoi, c'est la danse des canards? Concentre-toi. Oui. Bon, allez, arrêtez tout, on se retrouve dans un instant, c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe. Vous l'avez aimé, bonne. Pas mal. Ah ouais. Top 5 du jour, ensuite on vous parlera. Alors tous les jours, il y aura l'histoire du jour. Bah, c'est Bertrand Deckers qui était hier Ah oui. au dîner. Alors ça, ne le manquez pas. C'est énorme. Je veux dire, c'est énormissime. Donc le dîner qui est venu, qui n'est pas venu, voilà, avec Charles Free. Voilà, vous allez voir, ça Il y c'est avait du vent. énormissime, énormissime. Des bouteilles de vin, 2772 € servies aux 160 invités lors du dîner en l'honneur du roi Charles III. Est-ce indécent? Ce sera le débat du jour aujourd'hui. Reste avec nous, ça aussi, ça risque d'être chaud. Et puis Danny Boone épinglé pour un montage fiscal à cause d'un yacht. Que s'est-il passé? On aura un avocat fiscaliste, Alexandre Canoyan, et bien sûr Myriam Palomba. Visiblement, Danny Boone aurait acheté un yacht. Ce yacht serait rentré dans le fondement d'une personne. Voilà, donc elle sera avec nous, Myriam, pour son grand retour également. Que du bon ce soir. Merci, au revoir. Evelyne, es-tu heureuse, ma chérie?
Oui. Evelyne et moi, on s'adore. Hein. Sachez-le, je la connais depuis des années. Je me rappelle, elle était comme ça, elle était en manteau. Je me rappelle, elle arrivait à la prod. J'étais devant, elle me disait « Cyril, comment vas-tu, mon chéri ?» Elle avait une peu-clos comme ça. Une peu-clos comme ça. J'ai arrêté depuis. T'as jamais fumé? Ouais, il y a 6 mois. C'est pour ça que... T'as arrêté de fumer il y a 6 mois. Avant, tu fumais. Je me rappelle, t'avais une peu-clos comme ça. Grave. À base de peu-clos. Ouais. Dis-moi, tu peux me sortir le Porsche Cayenne? Non. Non, mais je rigole, ça va, Evelyne, quoi. C'est son voiturier? Bah ouais. Stagiaire. Non, mais j'étais là, je sais pas ce que je foutais là. En fait, j'avais un pote qui était très ami avec elle, Mehdi Arbaoui, avec qui je suis resté. Ah, C'est un pote d'enfance, il était dans ma classe, Mehdi. Et donc, il m'avait présenté Evelyne. Et comme Plein de petits boulots. J'avais rien à foutre. Je traînais souvent comme ça dans son bureau, même à l'accueil, tout ça. Je m'asseyais sur le canapé, tout ça. C'est rien. Un jour, j'ai même eu d'ailleurs une. Tiens, je vous raconte une anecdote. Ça me fait penser à un truc. Avec une patronne d'un très grand groupe, Fremantle, à l'époque. Elle s'appelait Bibiane Godefroy. Et Bibiane Godefroy, elle avait oublié qu'elle avait rendez-vous avec moi. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont dit, ouais, attendez là. Et je me suis mis en caleçon et j'ai dormi sur le canapé de son bureau. Mais non. Et elle est arrivée, et elle m'a trouvé. Mais qu'est-ce que vous faites là? Non, j'étais en t-shirt quand même, long, comme ça, tout ça. Bah oui, j'étais pas à poil, les mecs, oh. Non, elle a rigolé, elle a très bien pris. On a rigolé après. Et à chaque fois qu'on se voit, on se rappelle de ça. J'avais gardé quand même, voilà, j'étais habillé, mais j'avais dormi sur son canapé. Et je m'en rappelle. Et voilà, et donc depuis, on est restés amis. Voilà. Mais vous, je dormais souvent sur votre canapé aussi, habillé comme ça dans l'accueil. À l'accueil, c'est bon ou pas? Je vous ai jamais vu dormir chez moi, mais... Ça va vous sinon? Non, parce que tout à l'heure, tu me disais tu, maintenant tu me dis vous. Alors c'est non, parce que j'ai pas chanté. Non, mais... J'irai où tu iras. Mon pays Allez, Evelyne, en tout cas, merci d'être là, chérie. T'es heureuse? T'es entre Hugo Manos et Gilles Verdez. Hein, Ah oui, deux beaux gosses comme ça. Deux barbus. Exactement, calme-toi quand même. Trois barbus. On touche avec les yeux, on regarde avec le cœur. Ok, ça marche. Allez, on y va. C'est parti, on va jouer et on va jouer maintenant. Attention, question. Question 1, 4 propositions, on va sur vous jouer chez vous, il est 19h16. Qu'est-ce que Valérie Pécresse? Valérie Pécresse qu'on connaît, hein, elle s'est présentée aux élections présidentielles. Valérie Pécresse. Qu'est-ce que Valérie Pécresse veut-elle augmenter de 9%? Les pistes cyclables en Ile-de-France, son score aux prochaines présidentielles, histoire de rembourser sa campagne, le SMIC en Ile-de-France ou la taille du zigouigoui de Raymond. Rien demandé, mais le SMIC. Oui, Oui, c'est le SMIC parce que par rapport aux loyers qui sont beaucoup plus chers en Ile-de-France et tout. exactement. Elle veut pas mal. J'adore ce petit bruit, j'ai l'impression de travailler en boulangerie. J'adore, vous allez me le remettre. Hein. Alors, oui. Deux fougasses. Patricia, on a 2 fougasses. Remettez-le. Oui. Mais pourquoi t'es fan de ça? C'est vrai, hein, c'est quoi quoi d'être fan de la sonnerie dans Vas-y, remettez-la plein de fois. Oui. C'est bon? On s'est assez amusé. La palette de talent. C'est incroyable, hein, vous savez tout faire. La palette de talent, c'est incroyable de faire ça. Là. C'est pas non plus une discipline olympique non plus. On en prend plein les mirettes. Allez, chérie. Donc Valérie Pécresse, elle veut augmenter le SMIC de 9%. Pourquoi, Patrick? Parce qu'elle estime qu'en région Île-de-France, le coût de la vie est plus élevé. C'est ce qu'elle vient de dire. Ben oui, mais donc, elle dit il faut régionaliser le SMIC. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée que les régions servent à quelque chose. Les régions servent à rien. Tout est centralisé. Donc moi, je suis pour son initiative. Et c'est vrai qu'elle prend l'exemple de Créteil, par exemple. Elle dit quelqu'un qui vit à Créteil, dans le Val-de-Marne, il va payer son loyer en déboursant 50% de ce qu'il gagne. À Limoges, 25%. Donc il faut que le SMIC soit revalorisé. Pour une fois qu'elle a une bonne idée, autant le souligner.
Le problème, c'est que ça a déjà existé jusqu'en 68, mais ils l'ont arrêté. Mais Et puis aujourd'hui, on ne pourrait plus le refaire, c'est pas possible. c'est surtout inapplicable, parce que ça serait un prix, par exemple, pour l'Île-de-France. C'est-à-dire que vous habitez dans un département limitrophe de l'Île-de-France, à 200 mètres de la frontière, vous allez travailler à 200 mètres, vous rentrez, vous gagnez 2 fois plus parce que vous habitez à 200 mètres de là. C'est ça. Il manquait débile. pas des mots dans le... Quelques-uns, mais vous avez compris le Non, concept. et même au sein même de l'Île-de-France, si tu habites à Paris, c'est pas la même chose que si tu habites en banlieue parisienne. Donc là, il va y avoir des inégalités Bien sûr. rien qu'au sein de la région. Surtout en Île-de-France, il y a des disparités incroyables. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il y a des écarts de prix considérables entre quelqu'un qui vit à Arles, par exemple, au hasard, et quelqu'un qui vit en région parisienne. Et d'une certaine façon, dans le privé, les RH le font déjà. Hein. Va habiter à Arles, c'est tout. Oh, mais j'habite à Arles, justement. T'as pas les mots tu rends. Moi, je suis parti de Paris parce que j'avais plus les moyens de vivre à Paris. Et j'habitais dans le sud parce que la vie est moins chère, j'avoue. Non, mais c'est surtout tu qu'elle va travailles à elle va chercher un problème national où elle dit il faut augmenter, c'est infaisable d'augmenter pour telle personne le Ouais, SMIC plus haut, raisonner. et l'autre à côté, il l'aura pas. Et elle peut faire des trucs à son échelle, par exemple le pass Navigo. Elle l'a augmenté, pourquoi elle a augmenté le pass Navigo? Baisse le pass Navigo, laisse les gens aller travailler gratuitement. Bravo. T'as les solutions, tu les as. Bravo. Bravo. Donc, point pour Delphine. Point pour Delphine. Il y a deux Point pour personnes Delphine. derrière, merci. Point pour Delphine Westpuzer. Deuxième question. Quelle phrase choc a prononcé Nicolas Sarkozy à propos de François Hollande? La vie de ma mère. La vie de ma mère, je vais crever les pneus de son scout. Et je vais vous le dire, François Hollande le sait, je le méprise. Son mandat n'est pas raté, il est catastrophique, Madame Chabot. Je l'ai croisé hier encore, François Hollande. Faudrait qu'il y aille mollo sur les croissants, en revanche. Qu'est-ce qu'il a dit? Merci. C'est ça. Ça suffit. Ça suffit, on s'est assez amusé. Alors, Après, il aurait Je pu le tout dire. méprise. quoi, Oui, mais ah oui, pas tous en même temps, et on n'est pas dans votre cul. Oui. Excusez-moi. Pourtant, il fait chaud. Oui, Géraldine. Il aurait pu tout dire, mais je vais laisser la réponse à Evelyne parce qu'elle a dit aussi, donc je vais lui laisser comme c'est. Vas-y, Evelyne. Madame est bien bonne. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est gentil. Ouais, merci. Je le méprise. Je le méprise, C'est les exactement. tontons C'est ce qu'il a dit. flingueurs. Et il a dit exactement, ce n'est pas que je le hais, je le méprise. Et à chaque fois qu'il croise François Hollande, Sarkozy lui demanderait « T'as pas pris 1 kilo ?» il paraît. Ouais. Et une question à laquelle François Hollande lui aurait répondu « Un jour, pourquoi tu dis ça ?» Et Nicolas Sarkozy aurait surenchéri parce que c'est vrai. Alors, je sais pas, c'est une, voilà, c'est une rumeur, hein, je pense Et pas. je ne sais pas si... Je pense pas. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec. Je sais pas que je le hais, mais je le méprise. Je peux comprendre. En fait, ils se détestent, hein, vraiment, et surtout depuis que François Hollande n'a pas raccompagné Nicolas Sarkozy, Bien sûr. comme Nicolas Sarkozy Mais non, parce l'espérait, qu'il ne et lui comme a la pas serré la tradition. main. Ouais. Et ne lui a pas serré la main. Voilà. parce que Si, ouais, c'était- il était trop occupé, il devait livrer des croissants. Là. Sans doute. Je ne sais pas si Géraldine sera d'accord, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même... C'est terrible de dire à un ancien président, en vrai, t'as grossi, mon pote. Mais non. non. Mais c'est bien. Quelle il a- image ça et renvoie? il l'a pas dit. Il l'a pas dit. C'est une rumeur. Je vais vous Ouais. dire, moi aussi, on dit que j'ai dit des trucs. On a dit que j'avais dit, je sais pas quoi, des conneries. Bah, je n'ai jamais dit. Voilà. Donc, je vais vous dire, avec Nicolas Sarkozy, il y a énormément de calomnie et de la calomnie. Non, en revanche, c'est sûr que Sarkozy n'a pas digéré sa défaite de 2012. Ouais, c'est ça, Sa Il défaite a de toujours- 2012. Non, mais il a en travers de la gorge. Parce qu'en fait, on n'a pas voté pour Hollande, on a voté contre On a Sarko. voté contre Ouais. Sarkozy. Donc en fait, je pense que malgré tout, il n'a pas Les gens digéré ont fait ce ça. truc-là. Ah, c'est et comme voilà. si au tennis, voilà, tu joues professionnel et tu perds à 15-4, quoi. Enfin, vous avez compris quand vous connaissez un peu le tennis. Une contre-performance. C'est comme si au tennis, tu perds contre une chèvre. Non, mais Voilà. c'est vrai, voilà. Mais c'est malgré vrai. tout, il a perdu et finalement, ils ont été présidents de la République Tous les deux. tous les deux. Ouais, Les sauf deux. qu'on se souvient plus d'un que de l'autre. Hein. Bah, ça, on verra. C'est moi. Hein. Bah oui, bah si. Bon, on verra. Parce Si, qu'il y a la quand petite même. Ah, histoire, si. c'est nous, et la grande histoire, on verra dans 100 ans. Oh bah Non, non, c'est les c'est fêtes. déjà vu. Hein. C'est déjà vu. Ah ouais Déjà vu, ouais. Bah, François Hollande, je pense que c'est Bah, le bien président sûr. dont on se souviendra le Ah, moins. Mais il y a eu tous les attentats quand même. Hein. Mais C'était une j'ai- période où Oui, mais bon. D'accord, il est la moyen, France ça. était ensanglantée. Ouais, mais on se souviendra pas de François Hollande. La seule chose dont on se souviendra, c'est qu'il est venu dîner chez vous, c'est tout. Ouais. Il y a eu la maternelle de Denise. Mais, se souviendra pas de ça, oui. Mais
on critique assez souvent les présidents en disant qu'ils sont Moi, j'aime c'est bien les langue de bien bois, sûr. qu'ils sont hypocrites. Ah oui. Moi, j'adore. Là, il dit la vérité. Il dit ce qu'il J'adore. pense, un peu comme Donald Trump. Voilà, il dit que c'est un J'aime bien Trump qui se fout de la gueule de Non, Biden. mais j'aime bien les langages de vérité. J'aime bien ceux qui disent ce qu'ils pensent. Ils disent ce qu'ils pensent, c'est pas bien, que très les bien. gens se harcèlent Après, tu à peux ne l'école pas être en d'accord. disant des Moi, horreurs j'aime bien. sur les autres. Oh, Non, c'est bon. voilà, T'aurais bien aimé qu'ils disent ah, mais je l'adore, il a été un très bon président. ça aurait été- mais surtout François Hollande, il se gêne pas non plus parfois pour tacler Sarkozy. Ils ont été adversaires, ils ont fait un débat au second tour en 2012. C'est comme ça, c'est la politique. Après, je vais vous c'est dire, pas un truc de fou. François Hollande, c'est comme tu dis, Sarkozy, voilà, c'est une légende. François Hollande, bon, c'est un mec, on s'en souvient plus. Oui. Moi, personnellement, Sarkozy, je l'adore parce que, au niveau de l'art oratoire, et quand vous allez voir un truc où il parle, un meeting, pardon, c'est vraiment un show. Donc, c'est fantastique. Moi, j'aime aussi ce qu'il représente, son couple avec Carla Bruni et tout ça. Je les trouve vraiment adorables. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Je trouve qu'il se décrédibilise en parlant comme ça, en disant je le hais. Ça a été en Et privé. c'est trop dommage. C'est une phrase qui est dite en privé qui n'aurait pas dû sortir, mais c'est une comme phrase tout qu'il a sort. fait, il n'a pas dit en public. C'est une Pardon, phrase je crois qu'il avait dit C'est ça. un mec qui a répété, je suis même pas sûr qu'il a dit. D'accord, ok, d'accord. Voilà, mais je vais vous dire, les mecs qui disent, j'ai entendu que l'autre, il avait dit que l'autre, moi aussi. Hein. C'est du off politique. C'est du off, souvent, D'accord. c'est- Le Ok. off politique. Moi, les off, c'est comme vous savez, quand les journaux ils disent une source proche aurait dit. Source proche, c'est qui ? Ma bouteille d'eau ? Ouais. Ils sont cons comme des pendules. Bon, allez, question 3. Quelle ancienne personnalité préférée des Français va possiblement bientôt faire son retour médiatique ? Dorothée, avec un nouvel album. Bernard Montiel, avec un programme de vidéos de chouette flippette. Philippe Risolier, avec un nouveau jeu. Ou Christophe Nochavan, avec une émission marocaine, Couscous c'est non. On embrasse les Marocains, d'ailleurs. Et je voudrais dire, il y a un spectacle de fou qui arrive. Là, je crois que c'est le 4 octobre, hein, avec Gad Elmaleh, Roman Frécinet et Redouane Bougueraba, les trois ensemble sur scène, c'est au Dôme. Hein. Je crois que c'est au Dôme de Paris. Ça, c'est de la bombe. Ah oui, Il ça, faut aller j'y le vais. voir. Et tout, bien sûr, toute la recette sera reversée au Maroc, voilà, et aux victimes de ce qui s'est passé au Maroc. Donc bravo à eux et je les embrasse fort, les trois frérots. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Mais je sais pas, je veux répondre. Bah vas-y, bébé. Mais Dorothée, non Dorothée, non, oui, c'est ça, c'est Dorothée. Moi, c'est toute mon Vas-y, enfance. mettez-moi hein. l'ordinateur. Mettez-moi. Vous avez des choses. Dorothée revient avec un nouvel album. Eh ouais, Dorothée revient avec un nouvel album. Elle l'a dit chez Jordan Deluxe. Jordan, que j'embrasse. Mon chéri, Jordan Deluxe, c'est vrai. Il a un nom de burger, mais il est extrêmement sympa. On a envie de le croquer. Moi, mon rêve avec elle, et je me bats avec elle, c'est de la refaire chanter. Mais alors pourquoi elle veut pas ? C'est Je ça me dis, ah, Jean-Luc, j'ai passé l'âge. Hein. Mais non. Alors, j'ai réussi à lui faire enregistrer une chanson que j'ai Ah bon dans mon escarcelle. Ah, c'est bien ça. Il en manque plus que 11. Voilà. D'accord, ok. Voilà, Elle s'appelle comment la chanson ? Elle s'appelle. Je vais pas vous le dire, c'est secret. Alors, vas-y, Dorothée. Normalement, vous devriez mettre du Dorothée si vous dormez pas en régie, là. Mettez plus en... Ah ouais, c'est où la menteuse ? Oh, la menteuse, elle est amoureuse. Écoute bien toutes les filles. Mettez-moi les neiges de l'Himalaya. Elle est très bonne, ça. Mettez-moi une. Ouh là. Mettez deux trucs là-haut. Les gars, c'est bon. C'est autre chose. Sûr. Ah ouais, il y a quoi d'autre ? Il y a quoi d'autre ? Moi, j'y crois pas 2 secondes. Non, mais il y a quoi d'autre ? Non, L'ordinateur, on n'a monsieur pas- l'ordinateur. Je ne donnerai pas votre avis là. Monsieur l'ordinateur. Allô, monsieur l'ordinateur. Eh oui. Ça, c'est les neiges de l'Himalaya, je crois. Si, si, c'est ça, c'est ça. C'est les neiges de l'Himalaya, ça. Par contre, l'intro est haut. Neiges de l'Himalaya. Eh ouais, t'as vu ? Dans de la nature. Ah ouais, ça, c'est charmé. Mais mettez-moi sur l'ordinateur, c'est la meilleure. Elle est très très bonne, les neiges de l'Himalaya. Hein. Je vais me la remettre, je vais faire un Paris Deauville avec ça, là, en voiture. Vous avez appelé le Oh là là, c'est la meilleure. N'hésitez pas. Allô, allô. Ah ouais, c'est la meilleure. Elle fait comme ça. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur. Je viens à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi où il est. Dites-moi s'il vous plaît. Wow, 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 wow. Ah, j'adore. J'adore. Bravo à Jean-Luc Aspect. Ah, on va faire tout le. C'est bon. Ou la menteuse.
chanteuse. Alors, non, ça on l'a mis. Non, il y avait Vive les vacances. Vive les vacances. Vive l'insouciance. Les jours d'influence. On sent la génération commune entre les deux là. Sur les jours de France. On sent les gars. C'est bon, c'est bon, on s'en fout. On l'a mis. Bravo à Jean-Luc Azoulay, qui est un génie. Je l'embrasse, mon Jean-Luc, que j'aime, il le sait. Allez, on passe à la question 4. Il est 19h29, on est en direct. Café. Saint, le fils de Kim Kardashian et Kanye West, qui a choqué la planète People. Oh là là, les grands. Il a insulté Joe Biden. Il a eu son bac à 7 ans. Il a fait un tire-mon-doigt au roi Charles III. Où il a fait un doigt d'honneur au paparazzi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hugo? Ça, j'ai bien peur qu'il ait fait un doigt d'honneur au paparazzi. Vilain geste à ne pas. Alors, écoute-moi bien, elle part jamais avec mon fils en vacances. Non, mais il est parti. Non, mais moi, j'ai fait des doigts d'honneur toute ma jeunesse. Franchement, et maintenant, tu fais des doigts. Ça me choque pas. Maintenant, je mets des. Non, non, Ils t'attendent en tant que danseur dans Danse avec les stars, là. Ça fait un peu ça, ouais. J'adore, t'es beau, mon bébé. Non, le doigt d'honneur avec Lino en vacances, c'est pour dire bonjour. Tu dis bonjour à tous les paparazzi comme ça. Alors, ne le faites pas, c'est pas bien. Non, mais ça, c'est rien du tout. Il a 7 ans, arrêtez. Ah non, justement. Mais moi, j'aimerais qu'il te voit et qu'il te crache à la gueule. Ah bah c'est gentil, c'est gentil. Je ne fais que donner mon opinion, mais si vous voulez. Vas-y. Non mais Cyril, très franchement, il sortait avec sa maman d'un match de basket. Ils repartent tous les deux. Même sa mère a été choquée quand il a fait ce doigt d'honneur au paparazzi. On peut pas à 7 ans faire ça. Il prend les traces de son père. Si tu fais pas de conneries à 7 ans, tu les fais quand 7 ans, c'est là que tu t'appuies sur les sonnettes, tu te barres en courant. Oui, les sonnettes, tu fais caca sur le paillasson en mettant le feu. Ah oui, lâche de conneries. Bah oui. Non, mais ce qui est terrible, c'est la pression quand même des enfants de stars. Qui vivent comme ça sous l'objectif des paparazzi, avec un père en plus qui s'est fait tacler à Venise parce qu'il s'est fait faire une gâterie par sa femme. Donc le môme, il enregistre ça quand même. Et ça se fait pas, c'est sûr, parce qu'il doit montrer l'exemple, mais il doit montrer 3 fois plus l'exemple. Lui, il n'a pas d'exemple. Après, on ne va pas non plus les plaindre. Ça reste des enfants qui sont privilégiés. C'est des enfants qui ont des vies dorées. Ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est un peu des pourris gâtés. Souvent, les prisons sont dorées. Je pense que le risque aussi, parfois, c'est que ça devienne des petits cons. Il faut quand même dire la vérité. Les enfants de milliardaires peuvent devenir des petits cons. Des enfants de pauvres aussi, hein, t'inquiète pas. Oui, mais là, Jean-Michel, quand on te donne tout, c'est vrai, mais bien sûr. C'est vrai, mais quand on te donne tout, tu n'as plus la valeur des choses. C'est vrai. Oui, mais qu'est-ce qu'il y peut, le gamin? Il peut rien. C'est juste pour dire que c'est pas des victimes. Jean-Michel. T'as pas forcément envie à 7 ans aussi d'avoir ta vie. Alors t'as une vie d'innocente, d'être toujours poursuivi par des paparazzi. Ça peut le saouler aussi, plus que ses parents encore. Bien sûr, il a raison. Les mecs, là, il n'a pas d'exemple à montrer, lui. Il a 7 ans. Ce qui est bien, c'est que sa maman a été choquée. Sa maman a été choquée, lui a dit ne fais pas ça. Elle le prend, elle lui dit d'arrêter. Lui, il sort, c'est spontané, il sort d'un match. Il voit tous les gens toute la journée qui le traquent. Il a 7 ans, lui. Il n'est pas dans le délire. C'est aux parents de le protéger. Il n'a pas de responsable. Il n'a pas d'exemple à montrer, lui. C'est pas bien de le faire. Non, mais Gilles Verdez fait la même chose en permanence. Oui, c'est les parents. Mais on en demande 2 fois plus à ses enfants. C'est ça qui n'est pas bien. Et Evelyne Thomas, là, vous me rendez fou. Mais pourquoi j'ai rien dit? On ne demande pas du tout plus à ses enfants, et c'est des enfants comme les autres. Bien sûr. Non, je dis que ce sont les autres qui en demandent plus. Non, on ne demande rien, personne ne demande. C'est un enfant de 7 ans, on le traite comme un enfant de 7 ans, quoi qu'il arrive. Que ce soit. Non, mais j'ai pas dit que c'était bien. Non, mais bon. Ça doit être extrêmement compliqué pour tous ces. Mais non, mais ça va. Il y en a peut-être ras le cul d'avoir des réactions un peu, voilà. Ah oui. Voilà, et puis comme ses parents ont dû dire ouais, c'est insupportable, c'est insupportable. Il entend parler ses parents toute la journée. Ça doit être tous les jours en permanence. On va pas les plaindre, les amis. On les plaint pas. On les plaint pas. On essaie de comprendre le geste. Des enfants qui ont des jeunesses comme n'importe quel autre enfant. Vous avez des enfants, vous? Ils ont une jeunesse différente. On les plaint pas du tout. 22 ans. Votre fille en plus, c'est vrai. 22 ans. Alors, comment ça a été? Parce que c'est vrai que vous êtes très. C'est surtout elle, quand je vais rentrer, qui va me dire dis donc, maman, t'as même pas pu chanter, tu t'es tapé la honte. Donc. Est-ce que ça a été dur pour elle? Non. C'est compliqué. Moi, je me rends pas vraiment compte, mais elle me dit toujours que c'est compliqué parce que les gens, quand ils savent que c'est ma fille, changent de regard sur elle et elle a vraiment du mal à le supporter parce qu'elle voudrait qu'on l'aime pour elle, mais pas à cause de sa maman ou grâce à sa maman. Et ça, elle le vit mal. Je sais pas comment le vivent vos enfants. Ils sont peut-être encore un petit peu jeunes. Ils font des doigts d'honneur. Mais ils ont l'air de bien le vivre. Mais elle, c'est vrai que quelquefois, elle a un peu de mal. Pas de tête de ouf, non. Non, ils sont pas des cérébraux. Mais ma fille. Ils s'en foutent. Et toi, Gilles? Ma fille, elle le vit bien, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Elle évite de dire son nom. Elle a fait pas trop chier d'aller au meeting de Jean-Luc Mélenchon? Elle a fait de l'humain. Je lui ai dit que du moment qu'elle vote à gauche, elle pourrait voter pour qui elle veut. C'est gentil, non? Vous êtes allés à la fête de l'humain ensemble ou
C'est vraiment un connard. C'est magique, parce que je m'attendais pas du tout à ce que Jacques dise ça. C'est magique. Jean-Mi, toi, t'as des enfants aussi? Oui, non, moi, ils ont seulement pas aimé. Ils ont Un jour, 50 je m'étais ans, retrouvé nu sur le plateau. Il dit papa, pas en slip, pas nu. C'est vrai. Je m'étais retrouvé malencontreusement. C'était malencontreusement. Pas fait exprès, Ah oui, évidemment. d'accord, Et elle m'a dit tout le reste, mais le reste, ils étaient super contents. Je leur apportais des jeux vidéo, des trucs, des cadeaux. On allait partout, on était invités. Ils ont été ravis. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Alex, 5 questions 5. À Beauvais, en Picardie, qu'ont fait des mariés le jour de leur mariage? Ils ont remplacé l'eau des bouteilles par de la vodka. Ils se sont pas fait yesh, ils ont commandé McDo pour tout le monde. Ils ont offert un iPhone à tous les invités, où ils ont fait venir Gilles Verdez à 4h du matin pour faire fuir les derniers invités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, est-ce quelqu'un... Oui, Gilles Verdez. C'est les McDo, ils ont commandé des McDo Exactement, pour tout le mariage. Hein. Exactement. Regardez cette vidéo, regardez. Et du coup, je vous laisse découvrir le repas de ce soir, le traiteur. Bravo! Bravo! Moi, j'adore. Moi, j'adore. Ça, c'est un truc que vous pourriez En plus, c'est faire, un choix non? économique. On leur a peut-être dit, on invite 100 personnes avec le budget que vous avez, ou alors 160. Mais McDo, ils préfèrent inviter 160 personnes. McDo. Moi, je préfère manger. Moi aussi. Tous les gens étaient ravis. C'est rapide. Je peux manger des trucs, genre oui, des verrines. 2h30. des verrines d'endives à la provençale. Ils auraient dû faire ça à Versailles. Hein. À Versailles, ils auraient dû foutre McDo, ils auraient été contents. Les gens regardent comme ils sont contents. Je te le jure, moi, je déteste les trucs. Alors, à part, je suis allé chez Savoyard, c'était exceptionnel. Et Vous avez passé un bon moment? avec Daniel Moreau. C'est fou. On a bien mangé. Et un homme de après, promesse. sachez que à un moment, il nous a donné une brioche. C'est la première fois que Daniel se fait tartiner la brioche. Mais donc, il est venu. Il est venu. C'était exceptionnel. C'est la première fois que j'allais dans un restaurant comme ça. Incroyable. Incroyable. Exceptionnel. Et voilà. Et Daniel, franchement, a été folle de joie. Et après, vous êtes rentrés chacun de son côté. Oui, c'est bon. Parlons du restaurant. Merci. Les chiens, on va se retrouver dans un instant et on va revenir sur le top 5 des infos du jour, dont cette somme de 109 millions à l'euro million. 109 millions à l'euro million. Vous allez voir ce qui est arrivé à la gagnante de 109 millions à l'euro million. C'est un truc de fou. Elle a vraiment un coup de chance de fou. Gilles, j'espère que ça va t'arriver aussi. Je te souhaite le meilleur, comme tu le sais. Gilles, ça va? Mais oui, c'est gentil d'un coup. Ça me... Parce que je pensais à toi cette nuit. Ah, qu'est-ce que vous pensiez? Non, c'était un cauchemar. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Et bienvenue à Touche pas bon. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Vous le savez, le jeudi, on a la chance d'avoir avec nous celle qui nous a rejoint depuis la rentrée, qui vient nous voir tous les jeudis pour nous expliquer quelque chose. Ségolène Royal est avec nous. Ségolène explique, c'est maintenant à 19h43. Elle est belle. Je suis content de la voir. À chaque fois, je suis content de voir Ségolène. Bonjour. Bonjour. La semaine dernière, c'était incroyable. J'ai eu des retours formidables. Oui. Même ma mère, elle m'a dit. Ah bah alors. Elle m'a dit, je vote pour elle. Partout, n'importe où, même dans un club d'échecs, vous présentez, elle vote pour vous. Elle vous adore, elle vous attend toutes les semaines. Tout le monde vous attend. Ségolène explique. Alors là encore, aujourd'hui, on colle à l'actualité avec ce qui s'est passé encore cette semaine. Et vous allez nous expliquer aujourd'hui les violences scolaires. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui nous regardent, d'élèves qui nous regardent. Et c'est vrai que c'est devenu la hantise des grands frères, des petits frères, des familles, des grands-mères. Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de choses incroyables qui se passent à l'école. Alors, expliquez-nous. C'est un peu d'ailleurs une continuité par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que vous allez voir qu'il y a des choses communes sur la façon dont on s'adresse aux victimes. Donc là, on est en pleine rentrée scolaire et bientôt en pleine rentrée universitaire. Et vous avez vu qu'il y a eu plusieurs événements malheureux sur le harcèlement, qui est souvent accompagné de raquettes, donc harcèlement, raquettes et bizutage. C'est les 3 éléments clés de la violence en milieu scolaire. Donc moi, je pense, comme je vous l'ai dit la dernière fois, que quand on connaît bien les choses, on peut les regarder en face et donc on peut lutter contre.
Et c'est ça qui est important, c'est que ces émissions servent à faire reculer la violence scolaire. Et je pense que quand on met des mots, c'est un peu l'effort que je fais en vous présentant des choses toutes simples. C'est elle qui fait tout. Oui. Voilà, c'est-à-dire de dire à partir de la connaissance que j'ai du droit, de l'expérience que j'ai eue aussi, parce que j'ai fait voter par exemple la loi. Vous avez été ministre de l'Enfance puis de l'Éducation. C'est ça. Voilà. Donc j'ai fait par exemple les premières actions contre le racket à l'école avec des campagnes d'affichage. J'ai fait voter la loi d'interdiction du bizutage. Et vous avez vu que le bizutage recommence. On va en reparler d'ailleurs avec cet étudiant qui mange une souris vivante. On a vu aussi sur le harcèlement ce qui s'est passé dans un collège d'Alfortville. Et on a vu aussi encore récemment le suicide d'un jeune dramatique qui s'est fait harceler. Et ça, c'est inadmissible dans la France d'aujourd'hui. C'est inadmissible parce que d'abord, la réglementation existe, toutes les lois existent. Donc, ce n'est pas la peine d'annoncer encore des plans, je ne sais quoi. Ça existe. Il suffit juste de faire appliquer les choses et que tout le monde soit au courant, les parents, les enfants, les enseignants, les adultes des établissements scolaires, que tout le monde soit au clair sur de quoi on parle. Alors, premièrement, de quoi on parle? L'école doit être un lieu de protection et de travail dans la sérénité, c'est tout. Il ne doit pas y avoir un seul enfant qui va à l'école le matin ou un seul étudiant qui va en rentrée universitaire en ayant la boule au ventre, soit à l'université parce qu'il sait qu'il va subir un bizutage, soit à l'école parce qu'il y a du harcèlement et qu'il sait qu'il va subir cette épreuve. C'est tout. C'est la règle fondamentale. Donc c'est le zéro tolérance à l'égard de la violence. Ensuite, pourquoi c'est difficile de parler des violences en milieu scolaire pour les victimes? Pourquoi c'est si difficile? D'abord parce que c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire l'enfant ou l'adolescent qui n'a pas la capacité de se défendre face à un groupe de sa classe ou un groupe dans la cour de récréation, même sur des choses anodines mais qui vont devenir pour lui rapidement insupportables. Par exemple, un cas concret que j'ai connu, que j'ai eu à gérer, c'est un enfant qui se faisait chatouiller tous les matins. Tous les matins, dans sa classe, il y avait 10 autres enfants qui venaient le chatouiller, le papouiller, le toucher partout, etc. Puis tout le monde riait, bien évidemment. Et bien, au bout de 15 jours, le gamin, il était complètement détruit. Et quand il dit je ne vais pas bien parce qu'on me chatouille, qu'est-ce que les adultes disent? Oh bon, on chatouille, oh, c'est pas grave, c'est pour jouer, etc. Sauf que celui qui subit ça tous les matins, ça devient, dans le répétitif, une violence insupportable. Donc, signe de faiblesse, et c'est pour ça que les enfants n'osent pas parler, parce qu'ils vont se dire on va penser que je suis une poule mouillée, etc. C'est ça, une victime. Toute la bêtise. Je ne veux pas être une victime en cours. C'est ça. Voilà. Et puis, deuxièmement, c'est la honte d'être différent. Parce que souvent, l'enfant, il est harcelé dans ce qu'il a de différent. Il est trop gros, on va se moquer de lui, il est trop maigre, le handicap, la couleur de cheveux, sa situation familiale, tout va y passer pour servir de prétexte à un groupe d'énergumènes pour lui mettre la pression. Ensuite, et l'enfant, le rêve de tout enfant, c'est d'être intégré au groupe. Vous voyez, et dans un groupe de maltraitants, il y a les leaders, qui vont être des maltraitants, qu'il faut vite recadrer, vite punir. Il y a les suiveurs, qui vont suivre ceux qui vont maltraiter parce qu'ils ne veulent pas être dans les non-suiveurs, c'est-à-dire ils ne veulent pas être du côté des victimes, ils veulent être du côté des maltraitants. Et puis enfin, parce qu'on s'est connus à l'école, c'est pareil pour le bizutage, quand il y a un bizutage en dehors des grandes écoles, mais qui a été organisé parce qu'on a donné aux bizuteurs, par exemple, le listing des étudiants, la responsabilité et la complicité est la même. On a vu par exemple la réponse là, du rectorat sur Nicolas, là, à Marseille. Dramatique. Et c'est vrai que et souvent, il y a plein de gens qui nous disent le chef d'établissement a dit non, parce que c'est pas périscolaire, c'est périscolaire, donc nous, ça ne nous concerne pas. Voilà. Donc ça, est-ce que la loi dit ça? Non, la loi dit que tout ce qui est organisé grâce aux contacts pris dans l'école, voilà, ça c'est bien de le dire. Eh bien, la complicité des responsables et des encadrants du système scolaire est engagée parce qu'ils sont complices de n'avoir rien dit dans l'école et de n'avoir pas arrêté le harcèlement en dehors de l'école. Ça, c'est effectivement très important. Donc, qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Vous voyez, c'est des questions toutes simples, mais parfois, mettre des mots sur les choses, ça va aider aussi ceux qui nous écoutent à lutter et à prendre conscience des choses. D'abord, c'est une violence répétée. Si on vous chatouille une fois, ce n'est pas harcèlement. Si on vous chatouille 10 fois, ça devient harcèlement, parce que ça devient une souffrance. Donc, une violence répétée qui peut être verbale, c'est une insulte qui est répétée tous les jours. Physique, donc un contact physique, sexuel, parce qu'on vous touche tous les jours, ni vu ni connu. Vous voyez, on passe dans le couloir et hop, on vous fait un geste. Ah ben non, j'ai rien fait. Donc c'est très difficile à coincer, ceux qui font ça. Et puis éventuellement avec raquette. Deuxièmement, envers un élève qui n'arrive pas à se défendre, il faut savoir que les groupes de harceleurs repèrent très vite
les autres, ceux qui sont en situation de fragilité, vous voyez, en situation de souffrance, où ça se passe mal dans leur famille, donc ils sont mal à l'aise, ou ils sont en situation d'échec scolaire, donc ils vont très vite repérer leur proie. Ça, c'est très important. Ensuite, les enfants et les adolescents sont vulnérables par leur allure physique, je l'ai dit tout à l'heure, le handicap, la situation familiale, etc. Et au total, on estime qu'entre 10 et 20% des élèves sont concernés, donc c'est beaucoup, hein, presque 1 sur 5, c'est beaucoup. Énorme. Et du côté des harceleurs aussi, il y a des très jeunes enfants qui peuvent aussi être victimes. C'est-à-dire, vous avez des enfants qui deviennent harceleurs parce qu'ils ont été harcelés ou parce que dans leur famille, ils subissent des violences. C'est-à-dire que quand l'enfant est petit, je ne parle pas des adultes où là, ils ont la responsabilité de ce qu'ils font, mais quand l'enfant est mineur, il faut absolument regarder si le harceleur n'est pas aussi une victime de violence, soit dans la famille, soit dans la rue, soit dans le quartier, etc. Alors, les sanctions. Les sanctions. Parce qu'on pense que c'est anodin, le harcèlement. Mais non, c'est interdit par la loi. Les sanctions sont très lourdes. D'abord, il y a les sanctions disciplinaires, c'est-à-dire qu'un chef d'établissement doit immédiatement intervenir par un avertissement, un blâme, une exclusion temporaire ou définitive. C'est là qu'on voit la lenteur de ce qui s'est passé. Enfin, pour Nicolas qui s'est suicidé. Dans les cas qu'on a ici, Ségolène, je vais vous dire, c'est souvent l'enfant harcelé qui est obligé de quitter l'établissement. À chaque fois, on n'a eu que des cas comme ça. Eh bien, c'est pas normal. Ça. Et un chef d'établissement a tout pouvoir pour exclure du jour au lendemain un élève harceleur en attendant de voir ce qui se passe. Le problème qu'il y a, c'est que l'élève harceleur, il n'est pas tout seul. Donc derrière, ses potes vont s'en prendre à l'élève qui a fait sortir donc, et exclure le harceleur, et ça devient aussi encore plus compliqué pour lui. C'est ça le problème. C'est ça, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ont peur. Et puis souvent les parents qui se révoltent parce que les parents ne peuvent pas imaginer que leur enfant est un harceleur. Et le harceleur donc les parents vont venir faire pression sur le chef d'établissement, mais c'est pas vrai. Et le harceleur dit qu'il n'a rien fait. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, le harceleur se pose en victime. Et comme c'est du harcèlement souvent oral ou physique, il n'y a pas de preuve. Et les témoins n'osent pas parler. Donc ça veut dire que si tout le monde n'est pas au clair et si le harceleur sait maintenant qu'il peut risquer jusqu'à 1 an et demi de prison, de 1 an et demi à 5 ans de prison, même si c'est avec sursis, mais si c'est prison ferme, si justement ça se termine par... Il a plus de 13 ans, ça. Un suicide, moins de 13 ans. Déjà, si le harceleur a plus de 13 ans, mais s'il est mineur, il peut faire de la prison. Et pour les moins de 13 ans, bien évidemment, c'est une mesure éducative et c'est le juge pour enfants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que la loi prévoit des sanctions comme très très lourdes. Ouais. Vous voyez, et si il y a des affichages dans tous les établissements scolaires en début d'année, il faut que les jeunes et les harceleurs se rendent compte de la gravité, que ça n'est pas anodin. Et je pense que du coup, la violence peut reculer très très vite. Si chacun est au clair et si tout le monde regarde en face la réalité des choses. Alors qu'est-ce que c'est que le bizutage ? Le bizutage, c'est une suite de brimades, en général accompagnées d'alcool obligatoire, imposé aux nouveaux arrivants dans les grandes écoles et les universités pour faciliter, et certaines universités pour faciliter, soi-disant, l'intégration. Et moi, je garde toujours en mémoire le premier bizutage, le premier jeune qui est mort en bizutage, et ce qui m'avait conduit, quand j'étais ministre, à faire cette loi. Donc, un jour, je vois arriver 2 parents dans mon bureau de ministre. Ils me demandaient à me voir, que c'était vraiment très important. Donc, je les reçois. Et ils me disent, voilà, leur fils était dans une école de commerce, une grande école de commerce à Paris. Et il est mort en bizutage, parce que d'abord, on les fait boire de force. Et ensuite, il était resté il l'avait déshabillé. Et le bizutage consistait à rester tout nu dans la neige. Donc, ils étaient partis en montagne toute la nuit. Bien sûr, le jeune est mort. Et les parents étaient là devant moi, de façon, en disant, mais comment ça se fait, quoi ? Et ensuite, donc, avec tous les cas que j'ai eu à régler, par exemple, il y avait aux Beaux-Arts de Paris, à une époque, on déshabillait les élèves, on les peignait de 2 couleurs différentes, on les forçait à se frotter l'un contre l'autre, et ensuite on les mettait dans un matelas, et on balançait le matelas du 3e étage. Et il y a eu des morts. Et à l'époque, c'était la loi du silence, vous voyez. Tout le monde a entendu parler peut-être des arts et métiers. C'est-à-dire, on avait l'usinage. Pendant plusieurs semaines, le bizutage durait, mais un bizutage très violent. Et là, il y a un élève qui est mort parce qu'on l'a obligé à ramper dans un tuyau d'évacuation d'eau. Et l'élève est mort. Et puis récemment, à Saint-Cyr, vous vous souvenez aussi, il y a un jeune qui est mort d'un bizutage parce qu'on le faisait nager dans un lac non éclairé la nuit à 9 degrés et il s'est noyé. Et donc tout ça, c'est intolérable, insupportable. Et redisons bien clairement que le bizutage est interdit. Et s'il y avait plus de sanctions plus rapides aussi sur les chefs d'établissement qui tolèrent ou qui donnent les listes
des élèves, etc., je pense que ces pratiques-là seraient éradiquées. Et quand j'étais en charge de cette question, à chaque rentrée universitaire, dans le dossier des étudiants, je rappelais l'interdiction du bizutage et les peines encourues. Alors pourquoi ça a repris là? Parce que... Pourquoi ça reprend? Parce qu'à un moment, quand on ne rappelle plus les interdits et la loi, la bêtise, vous savez, la bêtise et la cruauté et le virilisme idiot revient plus facilement que la sagesse et l'intelligence, malheureusement. Même chez des jeunes privilégiés, qui sont quand même dans des grandes écoles, qui sont dans des universités. À une époque, il y avait des bizutages épouvantables en faculté de médecine. Je pense que ça a cessé en faculté de médecine, mais à une époque, c'était terrible. Ou dans les prépas vétérinaires. Et ce jeune, donc, qui mange une souris, vous avez vu, une souris vivante, c'est abominable. Mais c'est typique des bizutages, notamment dans les filières vétérinaires, avec des viscères d'animaux qu'on est obligé de manger, etc., que j'avais interdit. Et j'avais pris des sanctions. Et d'ailleurs, c'était le même lycée Thiers de Marseille. C'est quand même très étonnant. Et quand vous avez vu que les bizuteurs ont dit non, mais il était volontaire. Mais non, parce que la loi, vous allez voir, les sanctions sur le bizutage, même si on prétend que le bizuté est volontaire, ça n'existe pas. C'est-à-dire les témoins qui sont inactifs ou les encadrants qui ont laissé faire sont considérés comme complices, vous voyez sur ce tableau, et la loi réprime le bizutage, même si la personne est consentante. Et à ce moment, le parquet peut même s'auto-saisir directement, ou un ami peut saisir le parquet, etc. Et même si les autres disent « mais non, il était consentant », forcément, pour venir à une soirée d'intégration, oui, vous vous déplacez, vous y venez. Mais comme vous avez peur d'être exclu du groupe, ou qu'on se moque de vous, vous dites c'est pas grave, ou que vous ne savez pas ce qui vous attend, à ce moment-là, on prétend que vous êtes consentant, mais ça n'est pas du tout le cas, et ça dites-le bien autour de vous si vous avez des jeunes qui sont dans cette situation. Et puis enfin, on retrouve des éléments communs à ce que nous avons dit la semaine dernière. Comment parler à une victime qui se confie? Je te crois, je suis désolée de ce qui t'arrive, pour le harcèlement. Ce n'est pas de ta faute, je vais te protéger, il ne te fera plus de mal, tu as bien fait de parler. Et puis les mots à éviter, bien sûr, tu es sûr, tu ne te fais pas des idées, mais c'était pour jouer, pourquoi tu n'as rien dit, pourquoi tu n'as pas dit non, etc. Et puis on l'avait dit, vous l'avez dit Cyril tout à l'heure, comment se protègent les auteurs de harcèlement, de raquettes et de bizutage? Ils disent non, c'était pour jouer, non, on ne savait pas que ça lui faisait quelque chose, non, il n'a rien dit. Ou pour le bizutage, non, ça s'est toujours fait, non, c'est facultatif. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi pour la répétition des choses, c'est que souvent, ceux qui ont subi les bizutages les plus violents vont devenir des bizuteurs violents. Pourquoi un bizuté violent devient un bizuteur violent? On pourrait dire, non, ce que j'ai subi, je ne vais pas le faire subir aux autres. C'est pour se convaincre que ce n'était pas grave. Normal. Et d'une certaine façon, c'est pour se reconstruire. Il dit, si moi je suis capable de faire subir ça à quelqu'un d'autre, ça prouve que ce que j'ai vécu n'était pas si grave que ça. Vous voyez, dans l'inconscient. Donc il faut casser cette répétition. Et c'est pareil pour le harcèlement. Souvent, les harcelés, quand ils peuvent, deviennent harceleurs parce que c'est une façon aussi de se réparer par rapport à ce qu'ils ont vécu. Voilà. Puis comment l'institution se protège? On l'a vu dans le cas récent, là, non, il a des problèmes par ailleurs, non, mais il est fragile, non, mais les élèves qu'il dénonce, en fait, c'est des bons élèves, lui, c'est un mauvais élève, c'est parce qu'il est jaloux des bons élèves, etc. Et l'institution qui n'a pas vu va avoir un réflexe tout de suite de protection et elle va minimiser la violence subie parce que sinon elle a peur qu'on lui dise mais pourquoi vous ne l'avez pas vu plus tôt, pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt. Donc il vaut mieux dire aux encadrants c'est pas grave si vous ne l'avez pas vu plus tôt, vaut mieux le voir maintenant que continuer à nier. Et puis ce qu'on a vu aussi, pour terminer, comme la dernière fois, les ravages sur l'enfant, c'est les mêmes que pour les agressions sexuelles qu'on a vues, c'est les maladies, l'échec scolaire, la violence, l'agressivité, les troubles du comportement, les mutilations, et malheureusement, on en a eu encore un cas avec les suicides. Alors, donc voilà, si vous voulez, c'est un sujet un peu lourd, mais je pense que si on l'aborde, ça veut dire, c'est aussi avec la conviction que ça peut s'arrêter. Vous voyez, dans certains pays, on a réussi à faire en sorte que ça s'arrête. Donc on ne voit pas pourquoi en France ça continue. Et si tout le monde est bien au clair sur ses droits, ses devoirs et ce qu'on encourt, je pense que ça peut disparaître. Est-ce qu'il y en a un qui a vécu un bizutage ici compliqué ou un truc, à part Géraldine qui nous avait raconté. Oui, c'est vrai, je vous en
C'est incroyable. Ça m'étonne pas. Sinon, personne ici. La bêtise, quoi. La virilisme idiot. Bizutage ou harcèlement, uniquement les deux, harcèlement aussi. Toi, t'es... Moi, j'estime avoir été harcelé quand j'étais adolescent, oui. Durant toute ma période collège, je mangeais seul à la cantine. On me traitait de PD tous les jours parce que j'essayais plutôt d'avoir des copines que des copains. J'avais du mal à en avoir. Donc durant toute mon évolution, ça a été compliqué. Ouais, parce que en fait, ça nous suit toute la vie. C'est-à-dire que ce qui se passe pendant 2-3 années de collège, on pourrait dire, ça y est, c'est terminé, au lycée, ça va mieux, tu grandis, tu te fais des copains enfin. Oui, certes, mais ça nous suit parce que c'est ce qui nous forge. C'est un instant crucial, l'adolescence. L'enfance, c'est le moment où on se construit, on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer, on apprend parfois à ne pas s'aimer. Et voilà. Et donc moi, je pense que ça a rendu mon parcours de vie plus compliqué. Oui, voilà, et vous dites quelque chose de très important dans le mécanisme du harcèlement, c'est l'isolement. Le groupe va isoler l'élève harcelé. Et donc il y a une double violence, c'est non seulement sur les faits subis, mais en plus parce que le harcelé va être exclu du groupe. C'est très fréquent. Ouais. Moi, heureusement, j'en suis pas sorti traumatisé, mais quand on en parle comme ça, je me souviens que moi, j'avais été harcelé sexuellement par mon proviseur quand j'étais en 5e. Et je me souviens, parce que j'ai des flashs comme ça, il faisait toujours venir dans son bureau en me demandant, mais montre ta cicatrice d'appendicite. Il voulait toujours que je baisse mon pantalon, etc. Je refusais, etc. Et à tel point qu'à la fin, il m'a fait redoubler pour que je reste sous sa coupe. Donc j'ai redoublé ma 5e, il a dit, mes parents, Jean-Michel n'est pas assez mûr pour passer en 4e, il est encore trop bébé dans son âme. Et du coup, j'ai redoublé ma 5e à cause de mon harceleur. C'est fou, ça. Incroyable. Il existe encore Non, j'en ai pas été traumatisé, mais c'est vrai que quand j'y pense, ça me revient quand même. Bien sûr. Mais c'est bien d'en parler, comme vous le faites. Et d'oser en parler en public, vous allez voir, ça va vous libérer. Parce que sinon, ça expulse des souffrances intérieures. Et le seul fait d'en parler, c'est un début de guérison. Bien sûr. Pas de question, si vous avez des... Non, moi, c'est pas une question, c'est juste un contre-pied, justement, parce que vous demandez qui a été harcelé. Moi, je pense que quand j'étais plus jeune, CM2, 5e, 6e, je pense que je faisais partie des harceleurs. C'est un contre-pied, en fait. Moi, je n'ai pas été harcelé. Moi, je pense que, sous l'excuse de la vanne, quand on est 5-6 potes, on va vanner le mec qui est différent. Et on le charge. À la récré, on le charge, on le vanne, on le met de côté. En cours, on lui fait des coups de crasse, des coups de... C'était pas le mot, c'est plus grossier. Toute la journée. Et on s'en rend pas compte, parce que c'est sous le charriage. Et je pense qu'il y a plein d'enfants de 10 ans, 12 ans, pour faire rire le copain, on va faire une surenchère de vannes sur le même mec toute la journée, toute l'année. Et ça, il faut dire aux mômes, il faut pas le faire, en fait. Ne le faites pas, parce que sur une vanne, vous allez briser un gars, en fait. Et aujourd'hui, eux disent qu'ils ont été harcelés. Moi, je pense pas que j'ai été harcelé, mais avec le recul, je pense qu'on était 5, 6 potes, 10 potes, au collège, au lycée, parce que j'ai pas été beaucoup plus loin. Je pense qu'on a harcelé, nous. Je pense qu'avec le recul, je pense que j'ai dû harceler des gamins. C'est bien, cette prise de conscience. Et il faut dire aux jeunes, ne faites pas, parce que pour une vanne, on fait des dégâts derrière. Ça fait beaucoup de dégâts derrière. Mais d'ailleurs, ça serait intéressant qu'il y ait des témoignages, vous voyez, dans les classes de collège, de primaire, des gens qui viennent parler, expliquer ce qui se passe pour que les enfants réalisent. Juste pour faire rire, en fait. Merci, c'est pas drôle. Merci Ségolène, merci d'avoir été avec nous. Allez, rentrez bien. On se retrouve dans un instant, les chéris. Merci. Mon pote, merci d'être là. Et on va aller sur les infos du jour et reste avec nous. Dans un instant, Bertrand Deckers, dîner, convoi. Bertrand Deckers fait le bilan du passage de Charles III avec des images exclusives. On avait une caméra là-bas, c'est la folie. Les chéris, vous avez vu bien sûr le débat du jour. Il faut que vous soyez là pour le débat. Des bouteilles de vin à 2772 € servis aux 160 invités lors du dîner en l'honneur du roi Charles III. Ça, est-ce indécent? Ce sera la question. J'attends Raymond là-dessus, je le sens bien. Et j'attends Raymond également sur Daddy Boud épinglé pour un montage fiscal à cause d'un yacht. Que s'est-il passé? J'attends Raymond, en fait. J'attends Raymond de mes rêves. Enfin, trop. Et j'attends bien sûr Gilles Verdez, qui va être... voilà. Là, il va être vent debout, à mon avis. Absolument. Merci, comme d'habitude. Particulièrement. D'accord, merci. Tu fais quoi ce soir? Intensément. Ce soir, je m'occupe de ma petite femme. Mais non, ça sent l'invention, j'y crois pas 2 secondes. C'est-à-dire? Non, parce qu'elle a eu un tout petit ennui de santé, donc je vais à son chevet. On l'embrasse fort. Elle sera contente que vous le... Ouais, elle sera contente. Je sais, elle vous adore. Je sais, c'est bientôt son anniversaire. Ouais, c'est passé depuis quelques jours. On l'embrasse. Bon anniversaire, Fatou. C'est l'anniversaire de plein de gens. Allez, il y en a un qui a lâché une bombe aujourd'hui. C'est celui que je considère comme mon ami. Je l'aime énormément. C'est Laurent Ruquier. Laurent est revenu sur les coulisses de son départ de France 2 après plus de 20 ans. Et il dit avoir été traité comme un malpropre. Lui qui a pourtant fait
des belles heures du service public en Access. Hein. Il a fait 7 ans, je crois, d'Access. Avec On a tout essayé. Ouais. Après, il a fait un autre Access. Et puis, bien sûr, en deuxième partie de soirée, ça a été un véritable carton. Petit récap et on reparle de ce qu'il a dit. Regardez ce qu'a dit Laurent. Pendant des années, Laurent Ruquier a été l'un des visages phares de France Télévisions. Mais cet été, il a créé la surprise en annonçant avoir claqué la porte du groupe pour atterrir prochainement sur BFM TV. La raison de sa colère, avoir été prévenu seulement en juin qu'il n'aurait plus de prime. J'ai été averti au dernier moment comme un malpropre et comme si je ne comptais pas sur cette chaîne. Dans cet entretien accordé à Télé Loisirs, l'homme qui a passé 23 ans sur France Télévisions ne cache pas sa rancœur. On a le droit de ne pas employer les gens, mais on peut être élégant avec eux et avoir du respect pour le passé. Voilà, c'est dur hein, ce qu'a dit Laurent. Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Moi, j'en ai quelques-unes. Je vous dis la vérité, donc je vais vous les donner dans un instant. Mais c'est vrai que, voilà, moi, en télé, c'est vrai que je ne peux pas blairer grand monde. Mais c'est vrai que Laurent Ruquier, pour le coup, ça fait partie des gens, je vous dis, c'est un des seuls mecs vrais dans le métier. Voilà, c'est un mec qui dit ce qu'il pense. Voilà, il t'appelle, il y a un problème, il t'appelle, il te dit les choses. C'est pas un mec qui va te faire des entourloupes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce gars-là. Et je vais vous dire, je l'aime pour autre chose. C'est qu'à un moment, moi j'ai aimé la classe du gars. Quand à un moment, vous faites une émission tout seul, vous êtes en deuxième partie de soirée sur France 2, vous marchez très bien, hein, parce que ça marchait très bien pour lui, et que la direction vient vous voir et vous dit je vais te mettre quelqu'un avec toi, donc Léa Salamé, et qui dit ok, bah pourquoi pas. Et je sais ce qui s'est passé. Hein. Laurent a fait le rendez-vous à France Télé, parce qu'on me l'a raconté, et il a dit à son producteur bah écoute, ils veulent me mettre Léa Salamé avec moi. J'ai dit ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Non mais je vais vous dire, en fait, Laurent, c'est un mec, voilà, c'est un kiffeur, il voit pas le match, c'est pas un mec qui va faire des vices, qui va faire des trucs. On se côtoie depuis des années, on a été en face en radio, on a été en face en télé, voilà, on s'est vu plein de fois, et c'est vrai que c'est quelqu'un, moi j'aime bien parce qu'il a pas de vices. Et c'est vrai que là, je vous dis la vérité, moi on me dit, demain on va te mettre Léa Salamé avec moi. Je dis, oui, elle va être là-bas, oui. Non, mais c'est vrai, pas Léa Salamé, voilà, elle va pas venir à côté de moi. Donc Laurent Ruquier, tu dis pas Laurent Ruquier, on va te mettre quelqu'un à côté de toi, je suis désolé. Ou tu fais une autre émission si tu as envie de faire un truc avec Léa Salamé et tu fais une autre émission et tu gardes Laurent Ruquier. Mais c'est vrai que ça a été. Sauf si un projet finalement un peu plus lointain. C'est ça l'histoire. D'avoir l'idée de faire ce changement de façon voilà, un peu plus progressif. Après, bon, moi ce que je veux dire, ça n'engage que moi parce que je suis pas le porte-parole. Puis vous le connaissez pas hyper bien. Et puis je connais pas super bien le dos. Mais moi personnellement, ce qui m'a marqué durant ces dernières années, c'est vraiment l'absence de communication d'une chaîne avec celui qui pour moi est un des piliers. Enfin, les dernières années à la télé. Si on met 5 noms, il y a Laurent Ruquier dedans, bien sûr. Sur la découverte d'artistes, sur des émissions phares. Enfin, il a fait les plus belles heures de France 2. Ça se respecte un minimum. Je vais te dire, moi je mets souvent les animateurs dans ma tête, je mets souvent Ligue 2, Ligue 1, Ligue des Champions. Ouais. Laurent Ruquier, c'est Ligue des Champions. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Mais il n'a pas été traité en joueur de Ligue des Champions, malheureusement, puisque là, sur la fin de saison précédente, moi, j'ai pu constater qu'il n'y avait aucun appel, même un petit café avec ton patron pour qu'il te dise juste tu as bien bossé cette saison, tu as fait des bonnes audiences aux enfants de la télé. Rien du tout. Quand il faisait des bonnes audiences aux enfants de la télé, il n'avait jamais un petit SMS. Parce que peu importe le niveau où tu es, tu as toujours envie qu'on te dise bravo, respect. La télé, tu veux que je te dise, moi tous les matins, je m'appelle pour les audiences. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Bah lui aussi devait s'appeler du coup. Je m'appelle, allô, ouais, bravo. Bah ouais, attends, je te rappelle 2 minutes, je suis sur le pin. Mais du coup, il part, parce que je veux juste terminer, il part sans rancœur, il est en bon terme avec Delphine Ernotte. Mais c'est juste que en dessous de Delphine Ernotte, il y a un monsieur qui s'appelle Sibon Gomez. Moi je l'adore, moi. Sibon Gomez ou c'est un bon pote à moi. Ouais, mais alors moi, mon point de vue, encore une fois, parce que je ne parle pas pour Laurent, vraiment, j'insiste là-dessus. Je suis désolé, mais on va faire un petit débrief de fin de saison avec son animateur phare. On lui dit quel projet on a. On est transparent avec parce que c'est le respect qu'il mérite. Et en l'occurrence, il ne l'a pas eu. C'est dans tes rêves, et à sa place, je serais parti bas. Moi, j'estime que quand tu t'appelles Laurent Ruquier, eh ben, tu mérites un peu plus de considération. Moi, je trouve ça normal, alors, surtout avec tout ce qu'il a fait pour la chaîne. Je suis sûr que Raymond, toi, t'es pas d'accord. En fait, c'est comme dans toutes les boîtes. Moi, je me dis, c'est comme dans toutes les boîtes. Parfois, tu te fais virer comme un sac. On t'envoie un recommandé, on dit, t'es rendez-vous pour un licenciement et tu prends ça en pleine gueule après 25 ans de boîte. Ça, c'est fait. Après, comme c'est Laurent Ruquier, qu'on l'a dit, les grandes heures, lui, il a été classe avec Léa Salamé. Il l'a adoubé. Moi, je suis sûr que c'est ça. Hein. On va pas la mettre toute seule au feu parce qu'elle va se planter. Laurent Ruquier va t'expliquer un peu toutes les mécaniques du soir. Tu vas voir, tu vas comprendre. Ça va être très bien. Et après, tu prendras sa place. Je suis d'accord avec Hugo.
go. Juste à un moment donné, tu convoques Laurent Ruquier, tu dis voilà, tout ce que tu as fait avec On a tout essayé, tout ce que tu as fait en deuxième partie de soirée, t'es pas n'importe quoi, t'es pas un chiffon, on va te convoquer. Et on a déjà eu la même histoire avec Patrick Sébastien qui s'est plaint pareil. Donc France 2, à un moment donné, France Télé, vous avez des animateurs, on vous dit pas qu'il faut les... Voilà, dites-leur au revoir sérieusement avec classe. Ça existe aussi dans des boîtes, on peut dire au revoir à un salarié avec classe. Et puis, c'est pas interdit. Et puis là, je me tourne vers toi parce que là, tu ne peux pas avoir un meilleur témoignage que le tien. Ah, comme on dit en Corse, aqua en bocca, ferme ta bouche. Tu es venu ici pour fermer ta bouche. C'est une manière de boucler la boucle, n'est-ce pas? On a eu cette discussion tout à l'heure avec... La télé, et c'est pas à vous, Cyril, que je veux dire ça, c'est un monde extrêmement violent, c'est un miroir grossissant. C'est des connards. Donc, moi, j'ai déjà été virée du jour au lendemain, comme une malpropre, pas de considération. Oui, t'es virée. Après, tu fais pas ce métier si tu sais pas où tu mets les pieds. Bien sûr. Bah tiens, tu veux que je te donne, appelle-le, dis-lui. Allô Laurent, tu fais pas ce métier. Mais ce qui me rassure, c'est qu'un type comme Laurent Ruquier, qui est effectivement une grande star, un grand nom de la télévision, qui a fait des choses, reste encore sensible à ce genre de C'est un mec comme tout le monde. Moi, je connais des gens, je ne citerai pas de nom, qui en ont rien à faire. Pourquoi tu parles de moi? Pas du tout. Je rigole. Mais je précise, il s'est pas fait virer. S'il avait voulu faire les enfants de la télé toute la saison là, avec le nombre de téléspectateurs, ça marche bien. Il aurait gagné même plus. En restant sur France Télévisions qu'en changeant, mais c'est un homme d'honneur. Le monde du travail est comme ça. Et puis il a envie de kiffer. À 60 ans, t'as envie de kiffer, voilà. Donc là, il va kiffer ailleurs. Merci. On espère qu'il va kiffer. En tout cas, Laurent, je lui fais des bisous. On va passer au top 2 de l'actu avec cette image qui fait énormément parler. Elle montre un agent de la RATP en train de frapper violemment un passager qu'il avait arrêté. C'est une image qui a été filmée mardi soir et qui est devenue virale en quelques heures. Regardez. Alors l'agence, c'est un membre de la GPSR, un groupe de protection et de sécurité des réseaux, qui a pour mission de veiller à la sécurité des personnes et des biens et de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine. Gilles Verdez. Oui, alors ce que l'agent dit, c'est qu'avant cette scène que l'on voit, le jeune homme en question frappe un de ses collègues, tape dans une valise de quelqu'un, se rebelle et le menace de mort. Voilà, ça c'est la première chose. Il faut expliquer aussi que la RATP a très vite réagi, enquête interne, et dans le communiqué de la RATP, ils expliquent que le caractère est manifestement inapproprié par rapport à la réaction de l'agent. Ce qui veut dire que la RATP va le lâcher. Cyril, il risque d'être sanctionné parce que quoi qu'il arrive, cet agent ne peut pas réagir comme ça. Voilà, si c'était cette image qu'on voulait vous montrer. On va passer tout de suite au top 1 des infos du jour. Hier, on en a parlé avec Michel Marie de la triste histoire de Patrice Charlemagne, ce professeur de 51 ans, tué dans la nuit de dimanche à lundi. Sa femme a été placée en garde à vue afin de vérifier sa version des faits et elle a finalement terminé par avouer le meurtre de son mari. Regardez. L'image d'un couple uni, c'était il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, à Dunkerque, les aveux de la compagne de Patrice Charlemagne troublent la population. C'est un rebondissement, on est tous un peu choqués, on s'y attendait pas. Conseillère municipale de Dunkerque, écrivaine, professeure, ici, personne ne comprend. Elle avait d'abord affirmé aux enquêteurs que des cambrioleurs avaient assassiné son conjoint. Les secours la retrouvent dans ce champ lundi dernier, en état de choc, son bébé dans les bras. Le corps de Patrice Charlemagne, lui, se trouve dans la maison du couple au premier étage, tué de 3 coups de couteau. Le couple avait un enfant de 20 mois. Le mobile du meurtre reste inconnu. Alors, Gilles. Très vite, il y a eu des incohérences dans le témoignage de Justine. L'heure à laquelle elle appelle, il y avait un décalage par rapport à ce que les policiers ont noté sur la téléphonie précise. Tout de suite, ils ont eu des témoignages selon lesquels le couple battait de l'aile. Et en examinant les téléphones, ils ont vu des échanges très virulents entre les deux. Donc ils se sont dit, est-ce que la thèse du cambriolage n'est pas complètement bidon? Et puis il y avait sur les mains de la jeune femme une entaille qui correspond à une entaille sur le gant qui a été retrouvé avec les couteaux et l'ordinateur juste à côté de la maison. Donc ils se sont dit, il y a trop de coïncidences et elle a fini par avouer en garde à vue qui est prolongée. Maintenant, reste à savoir si c'est un crime passionnel, si elle a agi seule ou si c'était prémédité avec des complices.
Voilà. En tout cas, on a eu la... Mais c'est elle a avoué. Exactement, voilà. On s'en doutait hier soir. Avec Michel Marie. Exactement, avec Michel. C'est cette thèse qui est largement privilégiée, même si elle est encore présumée innocente. Vous le savez, cette semaine, on reçoit un invité particulier en France. Il s'agit du roi Charles III. Et l'histoire du jour, c'est donc l'arrivée de Charles III en France. Il est arrivé hier à Orly et sur un programme particulièrement chargé. Mais nous, on a des images que personne n'a, puisque Bertrand Deckers était sur place. Il était en duplex avec nous hier afin de commenter en direct cette grande soirée organisée pour le déplacement du souverain britannique. Alors, on a tout entendu. Qui était là-bas, qui a mangé, qui n'a pas mangé. Il va tout nous dire. Il est avec nous sur le plateau pour faire un bilan du passage du roi. Sachez que lui, le passage du roi, pour lui, c'est comme quand moi, voilà, je vais au Cap d'Aille. On va regarder l'arrivée du roi Charles à Versailles. C'était un grand moment, regardez. À Versailles, ils vont être accueillis par le couple présidentiel, évidemment, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. C'est un dîner évidemment extrêmement important et surtout qui clôt cette première journée de visite. L'Élysée dit même qu'il existe une amitié entre les deux hommes et que Charles III donnerait beaucoup d'importance à ce que dit Emmanuel Macron, notamment sur les crises internationales. Merci Bertrand Deckers. Quel kiff, sale tarba, quel kiff. Ça va mon frérot? C'est un petit cadeau pour toi. Merci, je vais me le foutre dans le cul. Merci. Ok. Espérons qu'il y ait du vent. T'inquiète pas, espérons qu'il y a du vent. Merci, bravo. Est-ce que le roi Charles et Emmanuel Macron se kiffent ou est-ce que c'est Tommy? Non, si, il y a une vraie amitié. Vraiment, genre ils se kiffent de ouf. Oui, si, il s'apprécie vraiment. Oui. D'ailleurs, on a vu, c'est reproché par la presse d'ailleurs, Emmanuel Macron ne cesse de toucher le roi à 3 reprises, 4 reprises, et à aucun moment le roi... Il a le droit de toucher le roi? Non, normalement non, parce que le roi est couronné. C'est une figure sacrée. Pour les anglicans, il est chef de Dieu sur terre. Donc c'est à ce... chef de Dieu sur terre. Oui, il est l'incarnation de Dieu, puisqu'il est chef de l'Église anglicane. C'est à ce titre-là que normalement on ne peut pas le toucher. Mais croyez-moi qu'il aurait fait ça avec Élisabeth II. Dans la seconde, il aurait compris sans qu'elle n'aurait rien formulé. Genre coup de tête. Ah oui, il se serait fou. Il se serait directement. Coup de tête balayette, tu l'aurais balayé. Vas-y, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y. Elle se tapait de ouf, Elisabeth. Et donc, il se kiffe vraiment, parce que moi je sens que c'est Tommy, moi. Moi, je sens que Charles, il n'est pas comme un ouf. Des fois, il y a une vraie amitié. On rappelle quand même que le président... C'est qui le plus fort entre Charles et Emmanuel Macron? Le plus fort d'un point de vue... Genre en taulier. En taulier. Ouais. Bras de fer. En bras de fer. Non, mais en taulier. Genre, c'est qui le plus taulier des deux? C'est qui, voilà, quand genre ils vont au restaurant, c'est qui paye? C'est le plus riche, c'est le plus riche qui paye. C'est le plus riche qui paye. Ça dépend qui invite. C'est le roi. Genre le roi, il genre non mais genre quand c'est qui a le dessus sur l'autre? Si ça arrivait maintenant, forcément que c'est le président. Non mais genre est-ce qu'il y a plus de respect? Voilà, c'est une drôle de question. Ah ouais, j'ai envie de savoir. On peut passer à celle d'après. Genre est-ce qu'il met un coup de pression à l'autre? Charles. Charles. C'est diplomatique tout ça. Vas-y, tu veux pas dire. Alors, Charles est très riche. Oui, c'est vrai que Charles c'est Charles qui paye. Dieu bénisse. Dis-moi, pourquoi Emmanuel Macron il a choisi Versailles? Emmanuel Macron, il a choisi Versailles parce que Versailles, c'est une vitrine. Et Emmanuel Macron, il voulait vraiment que ça en jette. Alors c'est très critiqué Versailles, Cyril. Mais ce que l'on peut peut-être apporter dans ce débat où on dit c'est un peu honteux, Versailles, c'est que ça n'a rien coûté du tout. Le palais, il est mis à la disposition des grandes réceptions de la République. Je reçois la Torah. Attention, oui. Alors, et donc... voilà, et ça il a profité alors, il a fait un discours, Charles. Oui. C'est ça. Mais il a fait un discours. Est-ce que je voulais peut-être un tout petit peu dire, ça a marché, Cyril, le fait de sortir Versailles. Vous savez quoi? Parce que hier, comme j'étais sur place, j'ai un peu enquêté, j'ai un peu posé des questions. 250 journalistes ont demandé pour être accrédités uniquement pour Versailles. Et parmi ces 250 journalistes, la grosse majorité étaient internationaux. Et beaucoup de journalistes du Moyen-Orient. Et pourquoi du Moyen-Orient? Parce que c'est Versailles qui les fascine. C'est ni Emmanuel Macron, ni Charles III. C'est les ors qui allaient être déployés sous la galerie des glaces. On sait quand même que la population du Moyen-Orient, quand elle voyage, elle a les moyens. C'est elle qui va dans les gros groupes LVMH, Dior, Chanel. Donc, je pense qu'il va vraiment y avoir des retombées économiques aussi en matière d'image. Tu rêves. Tu rêves. Alors, les invités semblaient tous très très contents de cette soirée. C'était une soirée, c'était diva. Après, on va parler de la bouteille de vin parce que ça va être le débat du jour. À 2500 boules, là, bouteille de vin, je peux te dire, à 2800. 772. 2800 boules, la bouteille de vin, frère, t'aurais dû en voler une, espèce de râle que tu es. Fallait en ramener ça. D'aller là-bas pour rien. Fallait ramener le carton.
Regardez la bouteille de vin. Elles ont été... Non, mais regardez les réactions des sorties du dîner. Allez. Remettez quelque chose. Le roi et le président étaient sensationnels et le dîner était d'une très grande ambiance. Un grand honneur et délicieux. Les vins sensationnels. Il y a une histoire entre la France et l'Angleterre qui est très forte. La France et l'Angleterre ont, une fois de plus, retrouvé leur profonde amitié. Et c'était un très bon moment et puis deux très beaux discours des deux chefs d'État, donc c'est chouette. Bon. Alors, vous allez voir, parce que là, on a vu la soirée de Charles. On va parler de Charles, il a même vu Anne Hidalgo. Oui. Il a vraiment du temps à perdre, lui. Non, mais sérieux, il aurait pu venir nous voir aussi, c'était pareil. Pourquoi tu l'as pas invité, toi, Charles III ici. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que de là où j'étais mis, Charles III, il mesure 15 cm. Non, jure, c'est vrai. Tellement il était loin. Oui, c'est vrai, t'as vu le Charles III? J'ai bien voulu, moi, lui parler, mais on m'a dit qu'il ne bouge pas. Alors, justement, on va parler de la folle soirée de Bertrand Deckers dans un instant. Et puis, le débat du jour, des bouteilles de vin, 2772 € servis aux 160 invités lors du dîner. Il paraît que c'était quoi? C'était un cadeau? Déjà, ils étaient 150, il y a 10 personnes qui ne sont pas présentées. Et en effet, c'était un cadeau, ça a été offert. Ça fait 28 000 boules déjà qui ont été jetées. Elles sont où les 10 bouteilles? C'est des fausses polémiques. Non, on va voir ça. Mais toi, tu défends l'indéfendable. Les personnes qui ont snobé. Il est habillé comme la gaffe, il vient de me donner des leçons. Allez, et Danny Boone épinglé pour un montage fiscal à cause d'un yacht. Que s'est-il passé? On va en parler dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous, ça touche pas mon pote. C'est bon. Allez, à gagner ce soir, les chéris. En ce moment, sur le compte Instagram de TPMP, il y a un concours de dingue avec notre partenaire Chamas Tacos. On les embrasse d'ailleurs. Magnifique, vous pouvez tenter de gagner une console de jeu dernière génération, un séjour dans l'un des plus beaux parcs d'attractions du monde et on rajoute un an de restaurant Chamas Tacos pour vous régaler, les chéris. C'est tout de suite et c'est sur notre Insta, mes chéris. Merci. Pas la peine d'applaudir, il veut tout faire applaudir lui. Bon, on est avec Bertrand Deckers. Merci Bertrand d'être là. Hier soir, tu étais à Versailles. Le roi, il en est où là? Il est où? Le roi, pour l'instant, il vient de quitter un entretien avec Emmanuel Macron au palais de l'Élysée et il va rejoindre l'ambassade de Grande-Bretagne pour une réception, mais pas du tout de l'ordre de hier. C'est une réception vraiment intime. Il doit être éclaté. Non, vraiment, ils n'ont pas arrêté une minute, ils ne se sont pas arrêtés pour déjeuner. Il en a chié. Regarde la photo. C'est vrai. Le roi, il est au bout de sa vie. C'est après le dîner, ça. Alors, le roi Charles, donc... Attends, tu nous as dit il y a un instant qu'il n'y avait pas 160 personnes, mais 150, parce qu'il y a 10 personnes qui ont planté. Il y aurait 10 personnes qui vont planter, en tout cas, qui ne se sont pas présentées. Alors, tu veux que je te dise, je les kiffe. Je ne sais pas qui sont ces 10 personnes, mais bravo. Ça, voilà. Ça, pour moi, ça, c'est du panache. On parle notamment de Christine Scott Thomas, qui était attendue. On a attendu, elle n'est jamais venue. J'adore. Je suis fan. Voilà, Christine Scott Thomas, elle est incroyable. C'est super inélégant. Pas le temps. C'est génial. Arrête, c'est du panache, ça. T'es invité à Versailles. Il y a Macron, il y a le roi Charles. Tu dis, vas-y, Nico. Elle était en train de regarder Lens. De regarder Lens Séville, c'est magnifique. C'est du panache, ça, bravo Christine Scott Thomas. Par contre, tu peux venir ici quand tu veux. Voilà. Et donc, il y avait des bouteilles de vin, on va en parler dans un instant, mais juste avant, on va revenir sur ta journée. La folle soirée de Bertrand Deckers, 19h15, donc tu es au château de Versailles. Le problème, c'est que Bertrand pensait être le seul journaliste envoyé là-bas, mais non, regarde. C'est qui les gens qui sont là? Pourquoi ils sont si près? Et ce monsieur-là, je crois qu'il est là, du château. Il y a la dame de l'Élysée que je vois là. Alors c'est vrai que toi, t'étais très loin. Ils ont peur, ils ont eu peur. Ils font 12 cm, oui, je n'ai rien. Ils sont arrivés en retard déjà. Résultat, quand ils sont arrivés, nous étions en pub. Donc, je ne les ai pas vus. Alors, ils arrivent en retard, ils sont tout petits, elles ne portent pas de couronne, de diadème. J'ai pleuré. Non, je sais, ah ouais. Pleure pour un oui, pour un non, toi. Porte pas de couronne. Elle devait porter un diadème. Normalement, visite d'État, tu portes diadème. Quoi, elle n'a pas porté de diadème, hein? Non, Camilla? Bah non. Elle n'a pas porté de diadème? Non. Comment ça se fait? Alors qu'en Allemagne, elle en a porté un. On pense que c'est pour ne pas trop, entre guillemets, éclipser Brigitte Macron. Ah ouais? Ouais, mais c'est décevant quand même. En Allemagne, elle allait voir qui, en Allemagne? En Allemagne, elle a été voir le président allemand. Le chancelier. Olaf. Elle est meilleure en Angleterre qu'en Allemagne. Oui. Elles sont très élégantes en tout cas. Donc c'est une robe Christian Dior, voilà, avec un petit manteau. Elle est venue en décapotable, Camilla? C'est sûr. Non mais c'est ça, il y avait un... Là, c'est la parure de sa fille, Elisabeth. Par contre, il y avait une soirée chauve-souris après. Alors ce qui est drôle, c'est qu'elle a demandé au dernier moment d'ajouter cette fameuse cape que vous voyez, parce que le roi a demandé à l'issue du dîner pour aller faire une promenade dans les jardins du château. Pareil qu'elle était comme ça tout le dîner. C'est énorme, sans déconner. C'est énorme, la robe chauve-souris, c'est très beau. La robe chauve-souris.
c'est vrai. Par contre, la cape est tombée. Emmanuel et Brigitte, ils sont frais, je dis la vérité. Oui, ils sont tous la même taille. Et Charles, je trouve, c'est fou. Et Charles, Dieu bénisse, il est très frais. Et la presse ce matin, elle souligne le baise-main. Emmanuel Macron a vraiment fait un baise-main à la reine. Non, et il était parfait, le dos parfaitement droit, parfaitement incliné. So French, il dit là. Je vois qu'elle a kiffé, là. Je vois qu'elle a kiffé. Ça l'a décoiffé. Premier duplex de Bertrand, 19h21. Il passe à l'antenne, donc je vais logiquement poser des questions géopolitiques. Regardez. T'es beau gosse, tu vas pécho, tu penses là-bas? C'est qui la meuf? Tu peux lui demander son Insta pour Raymond? Il y a des cums un peu. Il est beau gosse, lui, j'aime bien. Est-ce que tu peux nous chanter un petit coup de Abdelkader Boulkhaten? Oui, je fais. Alors. Donc là, ils sont pas encore arrivés, tu vas leur raconter le dîner, tout ça. Et 19h51, t'es en panique. Tu sais pas quand il sera de retour à l'antenne et tu fais donc appel non pas à Robin, le rédacteur en chef adjoint de l'émission, mais à Robin. Regardez. Robin, tu m'entends? Faut allumer le micro, me dit Robin. J'ai pas de retour, moi. Robin. Vous lui dire, est-ce qu'il me voit, quoi, tu vois? Robin. Robin, comment est-ce que je te préviens quand ils arrivent, tout compte fait, moi? Tu me vois à l'écran? Robin. Donc je fais quand je m'agite, c'est que voilà. Alors Laurent arrive, lui il est excité comme au morpion au mondial de la moquette. Ça c'est 19h59. Il fait des signes, Bertrand, à la caméra pour nous prévenir, mais en fait on était parti complètement sur un autre sujet. Regardez. Ah voilà. Alors Cyril, voilà la bête royale. La Bentley Royale, on le voit, regardez, elle est juste derrière moi, 6,60 m. Regardez, voilà, elle est... Je n'ai pas de micro. Mais je n'ai pas de micro. Alors attends. Dis-moi, la Bentley, 11 bars. Je n'irai plus jamais. 11 millions la Bentley. 11 millions. 11 millions la Bentley. 6,60 m, elle est entièrement sécurisée. Et alors c'est incroyable, là, Cyril, parce que j'ai une photo que j'ai eu l'occasion de prendre quasiment couchée sur la voiture, parce qu'il n'y avait personne. La voiture, elle était toute seule, elle était stationnée dans un coin de la cour. Il n'y avait aucune sécurité autour de cette voiture. Pourquoi t'as pas pris la voiture et le vin? J'ai voulu, figure-toi, j'ai voulu taguer TPMP sur la voiture. C'est un peu trop. Vas-y, c'est un ouf, lui. Alors, 20h10, le roi est passé. On n'a pas pris Bertrand en duplex. Je vous cache pas, sa déception était immense, mais gardez espoir. Regardez. Cyril est alerté que c'est trop tard. S'il veut reprendre, il nous demande de rester jusque 30. Donc encore 20 minutes. Dis-moi, Anne Hidalgo, elle est maire de Versailles? Parce que c'est en travaux, je vois là. Versailles est un chantier permanent. Non, c'est vrai. Ah ouais, comme Daniel. C'est l'heure de rendre l'antenne. 21h14. Alors là, à ce moment-là, Bertrand est seul. Il n'y a plus de lumière au château, plus de journalistes, plus d'invités, plus personne. Mais non. Il est seul, l'âme en peine. Regardez, c'est la tristesse absolue. Et à vous tous tout de suite, c'est Magellan. Ça me fait mal au cœur. Non. Alors, bravo Bertrand. Les chéris, on vous a dévoilé le menu de l'incroyable dîner. Le dîner donc était très bon. Mais dis-moi, est-ce que donc tout le monde a mangé, Dieu bénisse, bien, tout ça? Il paraît que tout le monde a mangé. Toi, t'as mangé quoi là-bas? Rien du tout, même pas de bouteille d'eau, rien. Non, jure. Quoi, rien? T'avais rien là-bas? Non, rien du tout. Quoi, t'es rentré comment? Je suis rentré à pied, je suis rentré. Non. Non, je sais pas. Dis-moi, c'était une race. Je suis resté très longtemps. Mais tranquille, il y aurait un des mort. potes là-bas. Et le Charles, il t'a pas vu, Charles? Bah si, non, Charles ne m'a pas vu. Moi, je l'ai vu comme ça, voilà, mais lui ne m'a pas vu. Alors, t'étais content quand même? Oui, je suis quand même. Oui, je suis bien. Alors, on vous a dévoilé le menu de l'incroyable dîner organisé par Emmanuel Macron hier soir. Aujourd'hui, on va parler du vin, puisque les 160 convives du dîner, 150 qu'il y en a 10 qui ont planté, ont pu déguster des vins d'exception, dont un à plus de 2772 € la bouteille. 2800 balles la bouteille. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est inadmissible. C'est le débat du jour. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est indécent? C'est parti, regardez. Depuis hier, c'est l'effervescence en France avec la visite du roi Charles III. Nous pouvons compter sur notre solide amitié. Avec son épouse, ils ont tout un programme à suivre en 2 jours et hier soir, ils étaient au château de Versailles avec le couple Macron et 160 autres invités triés sur le volet autour d'un dîner prestigieux et d'une table de 62 mètres de long. En entrée, du homard bleu.
En plus du homard bleu, de la volaille de Bresse, du fromage et des macarons, des bouteilles de vin d'exception leur ont été servies, une aberration pour certaines personnes. Bah ouais, ça a quelque chose d'indécent de voir les gens faire ça. Alors des bouteilles de vin à 2772 € servies aux 160 invités lors du dîner en l'honneur du roi Charles III, est-ce indécent? Est-ce indécent? Qui trouve ça indécent? Géraldine, non. Non, absolument aucune indécence. Moi, je trouve que c'est indécent de trouver ça indécent. Ça fait partie du prestige, de la vitrine, de l'entente cordiale. En fait, je pense que ceux qui disent oui auraient voulu qu'on reçoive le roi Charles avec, je sais pas, de la villageoise, un taboulet et des couverts en carton. En fait, ça n'a aucun sens, en fait. En plus, ces bouteilles ont été offertes par les viticulteurs de Bordeaux. L'édition et le millésime 2004, symboliquement, c'était fort parce que le millésime change d'étiquette tous les ans. Et 2004, c'est une aquarelle qu'a peinte le roi Charles. Ah ouais. C'était un très beau symbole et un très beau geste aussi. Donc en fait, voilà, c'est circulé, il n'y a rien à voir. À part les insoumis qui, évidemment, vont trouver que c'est démagogie. Enfin voilà, par démagogie. Ouais, voilà, par exemple. Mais visiblement, Raymond aussi. Donc je suis très surprise. Attends, Raymond. Moi, tu peux être surpris, mais ça, c'est tout le bordel, moi, qui me dérange. Non, mais c'est pas la question. Hein. La bouteille à 2007. Non, mais on me dit pas, est-ce que le bordel vous a gêné? Si. C'est la question. Si, tout le bordel me gêne parce que c'est la période qui va pas. Tout le bordel me gêne. La bouteille à 2007, elle me dérange. Le repas à 2007 me dérange. Qu'on ait bloqué Paris toute une journée, ça me dérange parce que quand c'est pour faire des manifs pour les grèves et des manifs pour les gilets jaunes, tous les commerçants vont debout. On nous a bloqué tout le quartier. Là, on n'a pas entendu un commerçant dire. On n'a pas entendu un commerçant ouvrir sa gueule en disant que Paris était tout bloqué, qu'on n'a pas réussi à vendre des slips, qu'on n'a pas réussi à vendre des chemises. Pas un commerçant à broncher. La semaine dernière, on m'explique que le pape, il est à Marseille. 5000 policiers qui sont débauchés, ça gêne personne. Donc quand on peut le faire, les commerçants, on ils sont le très fait. contents. Moi, je dis qu'une bouteille de vin à 2700 balles, dans la situation où on est aujourd'hui, avec les Français, qu'on nous explique tous les soirs que les Français essoufflent, l'électricité, un plein d'essence, pas en dessous de 100 € un plein d'essence. Vous, ça, c'est pas grave, ça concerne ça, ne concerne pas. C'est pas démago, c'est la vie des Français. Un Français, il peut pas regarder sa télé soir et dire ils ont mis 2007. Ils ont acheté 10, 15, 20 bouteilles de vin. Ils ont été à Versailles. Tout le monde est venu, Hugh Grant, 160 bouteilles de vin. Mais tu crois que 160 fois 2007 et après, on vient m'expliquer qu'il n'y a plus d'argent et que l'électricité va augmenter encore de 10%, que l'essence va rester à plus de 2 €, qu'on est en train de nous réduire les pâtes à 500 grammes pour justement franchement, faire... t'es tellement démago que ça me donne envie de changer ma pancarte. J'avais tellement que tes arguments ils sont démagos, j'avais envie de changer. Parce que en fait, le vrai problème, Hugo, tout ce que je viens de dire, tu ne le fais pas. L'essence, ça te regarde pas. Mais qu'est-ce que c'est? Tu connais rien à ma vie. Tu roules en voiture? T'habites à Paris. Mais moi, je prends le métro tous les jours. Qu'est-ce que tu connais ma vie? Mais le métro, toi, tu prends le métro, toi? Moi, je prends pas le métro, je fais 50 bornes par jour. Toi, tu pourrais prendre des taxis tous les jours si tu veux. 400 € de budget. Arrête de faire toujours la victime. Mais je suis content parce que je suis là et je touche mon argent. Moi, pour moi, ce qui est indécent, c'est pas le fait qu'on propose. Mais laisse un peu les gens parler aussi, Raymond. C'est pas dans la vie des Français. Oh là là, franchement, c'est bon, on a compris. On a compris ton message. Vas-y. Ce qui est indécent, et après, j'en ai pas pour longtemps, c'est pas le fait qu'on propose le meilleur au roi. C'est normal qu'on propose le meilleur de ce que fait la France au roi. C'est qu'il y ait 180 personnes qui sont toutes là autour d'une table, on dirait que la photo a été prise il y a 400 ans, et que tous ces gens-là, ça me fait chier que tous ces gens-là, ils soient en train de boire du vin qui coûte aussi cher. Parce que là, le montant devient complètement... Pourquoi? Parce qu'il y a la moitié des invités, qu'est-ce qu'on s'en fout des invités? On s'en fout. On reçoit le roi, on reçoit pas ces gens-là, on s'en fout de ces gens-là. C'est pas du tout le problème. Ils auraient pu faire un repas à l'Élysée à 10. Pas du tout. Alors moi, j'aimerais avoir Jacques Cardoz. Alors, je pense que là, vous êtes totalement... Alors, il y a plein de téléspectateurs qui me disent ils n'allaient pas boire de la piquette. Non, mais pardon, moi, Raymond, je t'adore, mais là, vous êtes totalement à côté de la plaque. C'est une opération de communication et de vente du pays à travers le monde. Si cette opération est réussie, attends, laisse-moi terminer, t'as été long, c'est grâce à ça qu'on aura des touristes chinois, des touristes américains, des touristes ceci, cela, ils viendront, ils verront Versailles, ils s'intéresseront à la bouteille qui a été vendue, etc. Ça nous coûte quoi au regard de ce que ça peut nous rapporter? Rêve les yeux ouverts sur l'état de la France, Jacques. C'est une opération de communication il s'agit du prestige de la France. C'est des images qui font rêver à travers le monde. Mais tout le monde s'en fout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est dans toute la presse people. C'est dans toute la presse people. Et en Angleterre, tu crois que ça, la France, Paris, ça fait déjà rêver. Mais les Anglais, ils viendront à Versailles parce que Versailles, ça fait rêver. Et puis voilà, c'est comme ça. Et c'est grâce à ça qu'on aura de l'argent parce que vous avez oublié de dire que le tourisme, ça rapporte beaucoup. Et c'est même la seule chose qui rapporte énormément en France. Regarde, non mais c'est hallucinant d'entendre ça. Franchement, Jacques Cardoz, là, vous êtes le... Vous voyez pas plus loin. Quand tu vas continuer, là, tu vois pas plus loin. Jacques Cardoz,
chose, là, le noble qui aurait voulu être... Mais c'est pas un noble. Il s'agit de payer ton... 2750 €, un double magnum de mouton Rothschild 2004, vous êtes malade. Mais c'est 0,01% au regard de tout ce que ça va rapporter pour le pays. Qu'est-ce que ça va rapporter? Le tourisme rapporte, c'est ce qui paie rater. Laisse-le parler. Il y a 150 privilégiés qui se sont gavés. Ça coûte un fric fou. Tout le space déployé pour le roi d'Angleterre. Alors, c'est le roi d'Angleterre. On est en démocratie, on s'en fout, Cyril. C'est une honte totale. Il faut faire rêver les gens. Les gens ont besoin de rêve. Le prix que ça coûte, cet argent-là, il fallait mettre dans les services publics, dans l'éducation. C'est incroyable. Avec les inepties que tu dis, arrête de dire des conneries. C'est incroyable. Ils ont zéro argument. 2800 balles pour un double magnum, Cyril. Mais c'est honteux. Jean-Michel La fête de l'UMAC, tu voulais l'inviter? Je suis désolé, mais t'as bois comme un Doberman, mais t'as des couilles de Chihuahua. Est-ce que tu racontes une telle bêtise que franchement, je regrette presque d'avoir traversé la France pour entendre ce genre de choses. T'aurais voulu qu'ils partent en VIB à Foire du Trône, qu'ils mangent un hot dog avec du boulawan. On adore le boulawan. Mais c'est la France, c'est le prestige de la France. On le reçoit dans les genres de Versailles. C'est pas beau. Le vin de 2700 €, il y a plein de Français qui l'achètent tous les jours. Je dis pas qu'ils ont les moyens, ils travaillent, ils ont les moyens. Et Raymond, toi, je t'ai vu à Saint-Tropez cet été. T'as dépensé plus que 2700 €. T'as pas trouvé ça indécent à Saint-Tropez? J'ai pas payé 1 €. T'étais un antique. 1 € à Saint-Tropez. Alors, elle est 160 € et t'étais invité. Mais c'est pas la France, Jean-Michel. C'est notre argent qu'on déploie. Laisse-le finir. Ils ont offert le vin. Ça, il est sorti de ta poche. Mais quand on aime le vin, on sait aussi qu'il y a des petits producteurs qui font un très bon vin. Ah mais vas-y là. C'est vrai. Ouais, arrête là. Arrête un peu là, Evelyne. De tout temps qu'on reçoit des grands de ce monde, on leur offre ce qu'il y a le meilleur. Le roi, il est allé en Allemagne il y a quelques temps. En Allemagne, c'était pas le même protocole. C'était quelque chose de beaucoup plus simple. Non mais ça va, les Allemands, c'est pas non plus la dernière roue du carrosse de l'Europe. Ils savent quand même recevoir le roi. Le roi était très content et avec plus de dignité, les Allemands, ils ont bien reçu le roi. Tu sais pourquoi c'est le mouton Rothschild? Parce que mouton Rothschild, à travers le monde, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et donc, cette bouteille-là, elle sera achetée. Et tu sais que l'alcool, c'est quelque chose qu'on exporte énormément. Et grâce à ça, ben oui. On laisse la fortune d'un producteur de vin. Et les Français qui crèvent de faim, vous en doutez, vous. Mais tu regardes la balance commerciale de la France. C'est grâce au vin qu'on réussit à vendre à l'étranger. Enfin, c'est les alcools qui marchent le mieux et le luxe qui marche le mieux. Et c'est exactement cette soirée-là, c'est le luxe et le vin. Et c'est ce qu'on vend le mieux à travers le monde. Cette soirée-là. Erreur historique de Hugo, pardon Hugo, mais on ne peut pas comparer les relations entre la France et entre l'Angleterre et l'Allemagne et l'Angleterre et la France. Je te rappelle que quand même, on doit à l'Angleterre. Enfin, on a quand même organisé notre résistance et le général de Gaulle a organisé la résistance en Angleterre. Donc, on a une relation qui est privilégiée avec l'Angleterre et ça n'est pas la même chose avec l'Allemagne. Mais j'ai le droit à un petit cours d'histoire, merci beaucoup, Géraldine. Mais ça n'empêche que c'est une visite d'État et j'ai jamais dit que la relation entre l'Angleterre et la France était la même qu'entre l'Allemagne et la France. Alors, moi, j'ai juste envie de reprendre l'argumentaire de Raymond. On s'en souvient tous puisqu'il a très bien parlé et j'ai envie de dire, comme d'habitude, bravo Raymond. Oh, bravo. Tout le monde, pas moi. Parce que oui, il aurait pu y avoir un juste milieu. Et aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en France, et on en parle tous les soirs ici, on ne peut pas voir ça. Moi, j'ai l'impression, effectivement, c'est un roi, mais j'ai l'impression d'être en France pendant la monarchie, avec la royauté et nous, le petit peuple qui galérons, et ça me dérange vraiment. Valait mieux être la risée du monde à faire boire du gros plan et manger une omelette. Arrêtez de vous, Pascal. Moi, je suis rien à voir avec la monarchie. Je pense que Versailles, c'est notre image à travers le monde. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir le roi, c'est une question d'honneur français, et on met en avant notre production. Donc tant mieux pour le business et les emplois que ça peut créer derrière, et l'image de la France. Le luxe, c'est ce qui nous porte. LVMH, c'est le fleuron. À l'étranger, on est connu pour ça. Si on ne peut pas recevoir des gens à l'Élysée à 4. Elle est habillée en Dior, elle est pas habillée en Zara. Et porter effectivement des vêtements qui font honneur. Parce que derrière, il y a des emplois. Combien d'emplois en France? Combien de personnes produisent du vin? Il y a des milliers d'emplois et même des petites mains qui travaillent. Donc, mais qui paye tout ça, le homard et tout? Qui le paye? Juste pour savoir qui le paye. Mais tu crois? Le vin a été offert. Non, mais ok, le vin. Mais qui? Mais il y a un budget qui est déjà voté. Chaque année, il y a un budget sur les réceptions. Moi, je préfère qu'on mette ce budget pour le mettre dans les écoles. La démagogie, c'est juste pas le moment. S'il vous plaît, Evelyne Thomas. Oui, moi je suis comme Raymond, je pense que c'est juste moralement pas le moment.
Donc c'est vrai qu'entre 2700 et une grosse piquette, bien sûr, on ne reçoit pas le roi comme ça, mais va dire au type qui est à la mère célibataire qui finit pas son mois le 5 et qui est à sec, hier, eux, ils n'étaient pas à sec, ils ont bu un Magnum à 2007. C'est inaudible. C'est inaudible. Bertrand, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais ce n'est pas l'argent du contribuable. Vous êtes l'argent de qui? C'est l'argent. C'est fou, toi. En termes d'image, c'est inaudible. Incroyable. Il faut l'expliquer. Je vous ai dit 250 journalistes accrédités, dont la moitié des internationaux, qui vont faire des articles. Combien est-ce que ça coûte d'acheter des magazines? Je te parle des gens dans la rue, les gens qui vivent, les Français. Mais il va y avoir des retombées. Et je pense que la France, vous êtes demandeur pour l'instant de publicité avec les JO qui arrivent. Mais ça n'est pas audible. Le Canada est accrédité, l'Australie est accréditée puisque ça fait partie des pays du Commonwealth. C'est une année formidable pour la France. Coupe du monde de rugby, ce voyage, en ligne de mire les Jeux Olympiques, on va vendre la France. Oui, mais oui, ça t'emmerde au volant de ton camion. La réalité, c'est que c'est des impôts, c'est de l'argent pour la France. Je vais dire quelque chose. Magnifique. Je pense que c'est une année formidable. Mais je pense que la France n'a pas les épaules d'organiser tout ça. Bien sûr. Excuse-moi de te dire ça. Si on n'est pas capable d'organiser ça, c'est qu'on n'est plus une grande puissance. Oui, mais les gens qui vivent un pays, c'est pas qu'une puissance ou pas, c'est les gens qui vivent. Tu sais que je t'adore. Mais là, il faut que tu. On vit une année formidable. Là, je t'explique, la France n'est plus une grande puissance. Il faut arrêter. On est 7e. On n'est pas 7e. Moi, je pense qu'on est beaucoup moins. Mais ce qui compte, c'est est-ce que les gens sont heureux ou pas? Là, j'ai l'impression que non, moi, personnellement. Exactement. Voilà. Raymond, tu veux finir? Vraiment que s'il n'y a pas de dîner, en fait, il n'y aura plus de pauvreté. Mais j'ai pas dit qu'il faut. Ne me faites pas dire ce que je suis en train de dire. Je vous dis juste qu'il faut faire attention avec le message envoyé. Hier, on a un économiste qui est venu qui nous parlait des fruits et légumes de Leclerc. Comment il s'appelle? Il est venu, lui. Il nous a dit faites attention à la colère des Français. Faites attention parce que c'est ce qu'on redoute le plus. Ils nous l'ont dit. Et là, qu'est-ce que vous faites? Allez, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et j'entends Jacques, que moi j'aime beaucoup aussi Jacques. Mais quand il dit on vit une année extraordinaire, alors où tu vis? Je vais venir avec toi parce que nous, on a de la chance. On vit une année extraordinaire. On est content, on se plaint pas. Mais va parler avec les gens. Viens avec moi en tourner une matinée. Je crois que je suis pas conscient de la galère dans laquelle sont les gens. Pour dire on vit une année extraordinaire. Je voudrais juste l'expliquer. On devait tuer Poutine en 3 mois. En 3 mois, Poutine, il devait sortir de la liste, il devait partir de son pays et tout allait bien. Vous allez voir, McDonald's est parti de la Russie, c'est fini. Poutine, il va rendre les armes. Il n'a jamais été aussi riche, Poutine. Mais je ne veux pas me présenter nulle part. J'explique juste que c'est pas entendable et c'est pas une bonne idée non plus. Je suis d'accord avec Hugo. C'est pas entendable de vous voir dire 2007 c'est normal. On a fermé Paris pendant une journée entière, c'est normal. Les commerçants, ils n'ont pas pu travailler, c'est normal. On a fait chier les Français, c'est normal parce qu'il y a le prince Charles. Je vais te dire, parle avec les gens du roi Charles là, parle-leur dans la rue et ils vont te dire j'en ai rien à foutre du roi Charles. Avec tout le respect, je suis d'accord avec Raymond. Là, je suis d'accord avec Raymond. Ils en ont rien à carrer. Rien à carrer. Vous êtes des fous. Mais bravo. Non, mais là, c'est sûr. Attends. C'est pas démagogue. Je vais vous dire. Mais les gars, moi je vois mes potes, arrêtez, je vois mes potes, j'ai des dizaines de potes toute la journée. Ils en ont rien à carrer du roi Charles. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir kiffer la vie et pouvoir gagner l'oseille et pouvoir vivre et pouvoir manger. Tu crois que la vie du roi Charles, qui boit des bouteilles à 2800 balles, ils en ont rien à carrer. Tu sais quoi? Ils s'en foutent total. Et je suis d'accord avec Raymond qui doit parler avec les mêmes gens que moi toute la journée. Et il y en a un qui t'a dit ouais, il y a le roi Charles, c'est génial. Mais tout le monde, quand tu vas dans les bistrots, tu parles avec les gens, tu dis à foutre. Et si je dis l'argument de Jacques ou même mais le tourisme, je veux dire, c'est la seule chose qui nous rapporte du fric, c'est le tourisme. Les petits commerçants. Tu sais ce qui s'est passé avec le tourisme cet été? Tu veux que je te dise ce qui s'est passé? Raconte-nous, t'étais à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, ils étaient contents d'avoir personne cet été. Tu veux leur demander? Moi, dans les Alpes, les mecs, ils étaient vraiment. Ils n'ont pas compris cette année ce qui s'est passé. Il y avait personne. Le tourisme parisien. C'est de l'argent, c'est des impôts pour eux. Je vais te raconter le tourisme parisien. Il y a eu un drame qui s'est passé à la Défense avec un petit. Et il y a eu des émeutes. Tu sais, tous les gens qui ont eu de l'argent là, tous les gens que vous dites, ils vont venir, ils vont acheter des sacs, ils sont pas venus à Paris. Ils ont eu peur, ils sont pas venus à Paris. Tu les as, les chiffres du tourisme là? Tu les as? Ils vont sortir bientôt. Moi, je les ai déjà parce que les gens dans les restaurants et dans les magasins, dans les boutiques, ils m'ont dit il n'y a pas de touristes. Les touristes qui avaient de l'argent, ils ont eu peur des émeutes, ils ne sont pas venus. C'est bien beau de dire ici. Merci, il a raison. Arrêtez les mecs. Moi, je pense que vous êtes complètement déconnectés. Allez, 20h58, on va passer. Ah bah tiens, non mais je vais vous dire. C'est le pays le plus touristique, Cyril. C'est numéro 1. La précarité. La France est une catastrophe. En termes de tourisme. Non, parce que là, il dit qu'il y a moins de tourisme. La France, tous les gens. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire ce qui se passe avec la France. Il y a un truc qui est vraiment symptomatique. C'est simple. Il y a eu la finale de la Coupe du Monde. France-Argentine.
Tout le monde était pour l'Argentine. T'avais pas un mec qui était pour la France dans le monde entier. Tous les pays étaient pour l'Argentine parce que voilà, la France, on passe pour voilà, je vous le dis. On a depuis quelques temps. Arrête de dire n'importe conneries. Tous les pays, tout le monde sera pour le Brésil. Tous les pays du Maghreb, ils étaient pour l'Argentine. Tous mes potes, ils étaient pour l'Argentine. Personne n'est pour l'Angleterre, personne n'est pour l'Allemagne. C'est n'importe quoi. C'est symptomatique. Toute l'Afrique était pour l'Argentine. Tout le monde voulait que la France perde. C'est grave ou pas? Ça pour moi, c'est symptomatique. Ça veut tout dire. Voilà, ils disent voilà, on en a marre des donneurs de leçons là qui veulent donner des leçons à tout le monde et qui voilà, et c'est quoi, et qui donnent des leçons à personne. Bon, tiens, justement là, franchement la transition elle est parfaite. Danny Boone, l'acteur français qui fait pas l'actualité de la meilleure des manières puisqu'il serait épinglé pour un montage fiscal à cause d'un yacht. Ce mercredi, le Canard enchaîné a dévoilé les dessous de l'achat et de la remise en vente de son voilier de luxe et voilà, regardez, vous allez voir, on vous explique tout ça. Il y aura Myriam Palomba et Alexandre Canoyon, fiscaliste, qui sera avec nous. C'est parti. Allez. C'est l'un des acteurs préférés des Français. Je suis Danny Boone, comédien. Mais l'homme derrière de nombreuses comédies à succès vient aujourd'hui d'être épinglé par une enquête du Canard enchaîné. Si Danny Boone s'était par le passé dit ravi de payer ses impôts en France, il aurait, selon l'hebdomadaire, réalisé un montage fiscal pour financer un yacht de plusieurs millions d'euros. Des révélations qui ont fait bondir quelques personnes. Je trouve ça honteux. Alors que lui est-il reproché concrètement? Quel est le montant de ce bateau de luxe? Combien aurait-il économisé dans cette affaire? Et surtout, sa démarche serait-elle légale? Danny Boone épinglé pour un montage fiscal à cause d'un yacht, que s'est-il passé? Allez Myriam, merci d'être là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on parle de Danny Boone aujourd'hui? Alors, c'est le Canard enchaîné qui a sorti ça hier. Donc en fait, il a acheté en 2021 un bateau qui fait 6 mètres de long, enfin même plus, 13 mètres de long, pardon. 6 mètres de long, c'est pas ça. Non, pardon. Qui fait 21 mètres. 21 mètres de long et qui est donc un yacht extrêmement luxueux. Sauf que pour acheter ce yacht, il a monté une société offshore dans les Caraïbes. Plus précisément à Antigua et Barbuda. Et en fait, il a déposé 5 500 € dans cette société qu'il a créée, donc une société offshore, pour acheter à une société française ce yacht. Sauf que dans cette manipulation financière, il a oublié, il s'est assujetti de la TVA qui représentait à peu près 700 000 €, puisque la TVA sur ce type d'achat est de 20%. Donc il n'aurait pas payé les 20% de TVA concernant l'achat de ce yacht. Alors, tout le monde en fait un énorme problème. Est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que c'est légal? Alors, Alors, c'est légal, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est légal si le bateau quitte l'Union européenne dans les 6 mois après son enregistrement sous le pavillon d'Antigua? Et la deuxième condition, c'est que le propriétaire du bateau demande un certificat d'importation dans le premier port européen où il faisait escale. Bon, c'est un peu compliqué. Visiblement, le Canard enchaîné qui a contacté les avocats de Danny Boone n'a pas vraiment eu de réponse sur ces deux conditions pour que ça soit légal. Et quoi qu'il arrive, Danny Boone aurait pu payer en tout cas cette TVA s'il avait été contrôlé à la douane. D'accord. Donc, est-ce que c'est légal ce qu'a fait Danny Boone ou pas? Alexandre Canoyon, vous êtes avocat fiscaliste. Alors, non seulement c'est parfaitement légal, c'est un schéma qui est finalement assez couramment appliqué quand on parle de ce genre de navire. Il n'y a pas de problème. En plus, il n'y a aucun problème. Non seulement, légalement, il n'a rien fait de mal, mais l'administration fiscale française ne lui reproche absolument rien. D'accord. Et c'est pareil pour l'administration belge, parce qu'il réside en Belge. Ils sont tombés dessus alors? Mais qui lui est tombé dessus? Le Canard enchaîné? Oui. Mais en même temps, prenez l'article du Canard enchaîné qui, honnêtement, fait quelques lignes, c'est pas grand-chose, qui nous dit plusieurs bêtises. Il nous dit que Antigua et Barbude, c'est un paradis fiscal qui est sur la liste des États non coopératifs. C'est sérieux, le Canard enchaîné, normalement, non? Pas toujours. Pourtant, là, après, la fiscalité, c'est compliqué. Non, mais c'est aussi parce que c'est pas la première fois que Danny Boone est épinglé pour de l'optimisation fiscale. Oui, déjà, Mediapart l'avait épinglé. Oui, de l'optimisation. Oui, mais si vous voulez, comme lui, est plutôt du genre à donner des leçons aux gens, à dire il faut voter ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, vous allez encore m'en vouloir, il faut se vacciner, il ne faut pas se vacciner, etc. Du coup, c'est vrai que pour les Français, d'avoir quelqu'un... Il avait fait quoi comme optimisation fiscale, Danny Boone? En fait, déjà, il multiplie les
résidence à l'étranger, les résidences fiscales. Donc il y a une espèce de flou. Voilà, en Belgique, aux États-Unis, à Londres, etc. Ensuite, selon Mediapart, il aurait demandé à ses avocats de ne pas que le fisc français ne prélève pas sur son héritage. Donc ça aussi, c'est quand même assez bizarre. Et puis, il se dirait qu'il investit aussi dans des fonds qu'on appelle des hedge funds, qui sont un peu des fonds couverture, à pas rentrer dans des trucs un peu compliqués, mais qui sont en fait des fonds qui ne sont pas réglementés et qui ont pour but de protéger le patrimoine des gens très très riches. Ce qu'il fait est illégal. Exactement. Mais ça s'appelle juste de l'optimisation fiscale, c'est parfaitement légal. Exactement. Ce que je vois, c'est que tout ce que fait Danny Boone, c'est légal. Tout est légal. Et les deux conditions, pardon, mais moi j'ai lu que les deux conditions étaient parfaitement remplies. Non, mais légal, ça ne veut pas dire moral. C'est exactement ça. Taisez-vous. Alors, c'est tout parfaitement légal, mais est-ce que c'est moral? C'est la question que pose Raymond. Comme le dit Hugo, c'est pas parce que... Alors c'est légal, il n'y a pas de problème. Il a le droit de le faire. Il joue des failles du système. Et moi, ça ne me dérange pas du tout. S'il a le droit de partir 700 000 € de TVA de côté et de ne pas les payer, il ne les paye pas. Moi, peut-être, j'aurais fait pareil, je ne les aurais pas payés. C'est même sûr. Si je peux le faire, je l'aurais peut-être fait. Là où ça me dérange, c'est que c'est ces gens-là qui te donnent des leçons. C'est ces gens-là qui te disent allez voter pour un tel, parce qu'un tel est méchant. Allez faire ci, allez accueillir des réfugiés, aider un tel, faites ci, vaccinez-vous pas. À la limite, fais des trucs, fais ton business, fais ton truc, mais ne dis pas aux gens, c'est ce que dit souvent Céline, ne dis pas aux gens qu'est-ce qu'ils ont à faire. C'est ça qui me dérange. Il aurait perdu son droit. Il aurait perdu son droit à la parole. Attendez, monsieur, il va aux États-Unis, il va en Belgique, il va partout dans le monde, tant mieux, il a le droit. Mais viens pas donner des leçons aux Français comment les Français doivent vivre en France quand ils sont dans la merde. Fais ton truc, va là-bas, mais il paye parce qu'il fait des films en France. Il paye des impôts sur ses revenus. Il fait des films en France. Il paye des revenus sur ses revenus. Il paye des impôts à chaque fois qu'il achète quelque chose. Il va être payé une fois qu'il sort. Oui, mais il n'a pas la même somme d'argent. Si tu gagnes beaucoup d'argent, il faut aussi rendre. Exactement. Oui, mon pote, c'est pas je gagne de l'argent, mais je veux pas rendre, je me sauve. Alors du coup, c'est quoi? C'est parce qu'il dépense de l'argent dans un paradis fiscal. Et c'est quoi un paradis fiscal? Ce que dit Raymond, il dit c'est parfaitement légal. Lui, ça le dérange parce qu'il dit que pour toi, Danny Boone, qu'est-ce qu'il a donné comme leçon? Derrière, il y a des leçons. Faites le vaccin pour aller voir mes films. Faites voter pour un tel parce qu'un tel a appelé à voter. Non, ça n'a aucun rapport. Est-ce que tu sais ce que ça a rapporté après le film Les Ch'tis? Eh ben oui. Non, tu sais quoi, je vais te donner des chiffres. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Après les Ch'tis, la vente de Baroil, elle a progressé de 10%. Les ventes de bière ont progressé de 30%. Tous les produits estampillés. Écoute-moi, tous les produits estampillés Ch'tis ont augmenté de 230%. Je vais revenir sur ce qu'a dit Raymond. Tu en es sur 2017, lors des présidentielles 2017, Danny Boone avait posté un message, t'as raison, sur son Facebook, suivi par 1,1 million de personnes, où il incite à voter pour Emmanuel Macron. Bon, voilà, je n'ai de leçons à donner à personne, mais franchement, jamais dans aucun pays un parti d'extrême droite n'a réglé les problèmes en imposant une préférence nationale. Prouvons au monde entier et à nous-mêmes que nous sommes toujours le pays de la liberté et l'égalité et surtout de la fraternité. Donc votons Emmanuel Macron. Donc ça a été épinglé. Lors des régionales 2015, il a aussi pris parti. En 2014 c'était aussi. sa mère qui se présentait dans sa région et du coup, il a demandé à ce que les gens ne votent pas pour le Front National qui malheureusement pour lui a gagné. Alors, juste, c'est quoi les autres prises? Donc votre problème, c'est qu'il ait dit de voter pour Macron. Non, mais est-ce qu'il a donné comme leçon à part ça? Si vous voulez, à partir du moment où quelqu'un qui reçoit, qu'est-ce qu'il a donné comme leçon? Lui, par exemple, il a dit aussi dans cet avou que il avait viré son comptable parce qu'il lui avait proposé de faire de l'optimisation fiscale au Luxembourg. Donc il dit toujours des belles paroles qui s'accompagnent. Il fait des trucs légaux. Oui, c'est légaux, mais est-ce que c'est moral? Ça s'accompagne pas toujours. Et puis quand vous recevez 2,7 millions de subventions pour faire un film et que vous faites tout pour échapper à l'impôt en France, je suis désolée, légalement, c'est peut-être légal, mais en tout cas vous faites tout pour y échapper. Excusez-moi, ça peut déranger les gens. Faut pas parler derrière. Alors la moralité ne changerait pas si tu étais beaucoup plus riche? Faut pas parler derrière. C'est bon, merci. On s'en fout. Donc l'info, c'est que Danny Boone, il a fait quoi? Il a fait une optimisation fiscale, donc rien de... Oui, il a fait de l'optimisation fiscale. Mais c'est légal.
C'est légal, c'est là le droit. Donc il n'y a pas de... Après, s'il a vraiment investi sur les fonds de couverture qui ne sont pas très réglementés, bon voilà. Mais mec, on ne va pas rentrer là-dedans non plus. Il n'y a pas un bateau à Saint-Tropez qui bat pavillon français. Oui, mais pourquoi? D'accord, mais c'est... On n'a rien compris ce que vous avez dit, on va terminer l'émission là-dessus. Merci. Terminator 2, tout de suite, merci. Allez, à demain, merci, on n'a rien compris.